Bienvenue à toutes et tous pour cet événement de rentrée de l'OPCO Atlas. Vous êtes particulièrement nombreux à vous être connectés. Un événement en studio, en direct et diffusé à distance avec le port de masque systématique pour les intervenants pour des raisons sanitaires évidentes. Bonjour Yves Portelli. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes directeur général de l'opérateur de compétences Atlas, initiateur de cet événement dédié à l'alternance. Alors, avant de nous en livrer les enjeux, quelques mots sur Atlas. C'est l'un des 11 OPCO. Quelles branches professionnelles rassemble-t-il? Quelles sont ses particularités? En d'autres mots, quel est son ADN? Bien, l'OPCO Atlas fait partie donc de ces 11 OPCO que la loi de 2018 a créés. Il réunit aujourd'hui, c'est un organisme paritaire tout d'abord, qui réunit 15 branches professionnelles autour de 4 grands secteurs que sont la finance, la banque, le conseil et l'assurance. Donc quatre grands pôles finalement de secteurs d'activité qui vous seront plus précisément présentés tout à l'heure par les branches professionnelles. Donc c'est un organisme un opérateur qui est au service de 15 branches professionnelles et de 108 000 entreprises, ce qui représente 1 800 000 salariés. Donc c'est un opérateur qui est là pour appuyer, aider, développer la formation professionnelle et l'apprentissage en France pour ces 15 branches professionnelles. Il y a un consensus actuellement des acteurs économiques et sociaux pour mettre le paquet sur l'alternance avec de fortes mesures de soutien. Pourquoi cela fait-il sens aujourd'hui plus encore qu'hier ? Depuis 2 ans, on a une augmentation régulière de l'apprentissage, et particulièrement l'année dernière, on a une vraie hausse de l'apprentissage, ce qui montre qu'en France, on a une évolution des mentalités autour de cette voie, qui est une voie d'excellence d'enseignement. Nos branches professionnelles, nos 15 branches professionnelles, ont toujours cru en l'alternance dans sa globalité, et encore plus aujourd'hui en l'apprentissage. Donc, face à la crise que nous avons connue des derniers mois, les incertitudes de cette reprise aujourd'hui, je pense qu'il est important de maintenir le cap autour de l'apprentissage. Donc l'appui, la mobilisation des 15 branches, vraiment la volonté des entreprises aujourd'hui, de notre secteur, de nos secteurs d'activité, c'est d'aller encore plus fort sur l'apprentissage et de maintenir le cap. Comment Atlas aborde-t-il cette rentrée? Quelles sont les tendances par rapport aux objectifs de développement de l'alternance et que représente l'alternance sur le périmètre de votre opérateur de compétences? Alors aujourd'hui, l'alternance chez Atlas, c'est à peu près 63 000, 64 000 contrats d'alternance, apprentissage et contrats de professionnalisation. C'est un pôle très important dans notre secteur d'activité puisque ça représente aujourd'hui 80% des ressources de l'OPCO qui sont dédiées à cette activité. Donc l'objectif vraiment aujourd'hui, c'est de dire cette mobilisation qu'on a lancée, elle doit continuer et on doit encore plus accompagner la volonté des branches d'augmenter ce nombre d'apprentis. Elles l'ont tous déclaré en disant on a connu une crise, on a connu cette période difficile et délicate de la Covid. Aujourd'hui, nous, on maintient nos objectifs parce qu'on y croit en pré-recrutement. Globalement, on a une vraie volonté aujourd'hui d'aller chercher des compétences parce que nos secteurs sont des secteurs où nous avons des pénuries de compétences. Vous avez choisi aujourd'hui, à travers cette webconférence, de vous adresser plus particulièrement aux CFA et aux organismes de formation. Et d'ailleurs, cette webconférence est intitulée « Atlas de l'alternance, accélérateur CFA et organismes de formation ». Pourquoi ce choix ? Aujourd'hui, on parle des entreprises, on parle des jeunes, c'est cette rencontre qui est essentielle, mais le CFA, aujourd'hui, est aussi un acteur important. Il y a cette trilogie, ce triangle de la réussite, de cette voie d'excellence qui est fait par des enseignants d'un côté et une organisation pédagogique, une entreprise coformatrice et qui croit en l'apprentissage, avec des tuteurs que nous formons également, et puis des apprentis, des jeunes qui croient dans cette nouvelle voie, dans cette voie qui n'est pas si nouvelle, qui est une voie très ancienne en vérité, mais qui est une voie qui est extrêmement importante et que aujourd'hui, la société reconnaît dans sa plénitude. Alors, c'est le premier événement d'une série d'actions qui entrent dans le cadre de votre plan de relance de l'alternance. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors, c'est la première étape visuelle, visible plus exactement. Notre conseil d'administration avait, dès le fin mai, voté un plan de relance de l'apprentissage, ayant bien conscience que nous étions en face peut-être de difficultés de recrutement. Eh bien, là, nous allons lancer toute une série d'opérations pendant les 3 prochains mois qui sont dédiées aux entreprises, dédiées au CFA, dédiées aux jeunes. Et nous ferons le bilan de l'ensemble de cette activité en décembre, parce que toute action mérite un bilan aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Portelli. Au menu de nos discussions à venir, 3 temps forts.
un premier temps d'échange avec 4 représentants des branches professionnelles d'Atlas qui vous décriront leurs spécificités, leurs besoins en compétences, leurs attentes. Une deuxième table ronde avec 2 directeurs de CFA sur les enjeux en matière de gestion administrative et financière. Enfin, un troisième temps avec 3 autres représentants de CFA sur les défis pédagogiques, de promotion des métiers, de relations avec les branches et avec les entreprises. Vous pourrez poster vos questions, commentaires, témoignages tout au long de ces échanges dans l'espace qui se situe juste en dessous de votre écran et je m'efforcerai de les relayer au maximum pour favoriser l'interactivité. Nos débats vont être suivis très attentivement et illustrés en images par un facilitateur graphique, c'est le terme exact, il s'appelle Geoffroy Lefort, il est au fond de ce studio et on va voir la tablette graphique à présent sur laquelle il est en train d'œuvrer. On va regarder à quoi ça ressemble et on aura l'occasion, voilà, on l'aperçoit à présent, donc voilà, il aura la charge de suivre attentivement les débats et de les illustrer en images et on ira le revoir dans une cinquantaine de minutes et à la fin de cette webconférence. Place maintenant à notre premier temps fort sur les enjeux alternance des branches professionnelles sur le périmètre Atlas. Quelles spécificités, quelles priorités, quels besoins en compétences? On va voir ça avec 4 représentants des filières d'Atlas qui vont maintenant me rejoindre. Céline Viken, Laurent Matan, Sylvain Dutremblay et Alexis Meyer. Pour commencer, un rapide tour de table pour que vous puissiez vous présenter les uns et les autres et livrer quelques caractéristiques sur vos filières et sur vos branches professionnelles. Et on va commencer par Céline Viken pour la filière expertise comptable et commissariat aux comptes. Bonjour. Bonjour, alors donc je suis Céline Viken, vice-présidente d'Atlas au titre des mandats que m'a confié la Fédération des sociétés d'études de la CGT. Je siège plus particulièrement dans la commission paritaire de branche des experts comptables et commissaires aux comptes, sa déclinaison sur l'emploi et la formation professionnelle, ainsi qu'à l'observatoire OMECA qui porte sur les métiers de l'expertise comptable et de l'audit. J'ai aussi d'autres mandats sur d'autres branches et professions juridiques et bureaux d'études représentés aujourd'hui par Sylvain. Et vous êtes vice-présidente d'Atlas. Et je suis vice-présidente d'Atlas. Alors, quelques mots sur votre filière, qui en l'occurrence comporte une branche professionnelle, celle de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Effectivement. Alors, c'est une branche un peu particulière. Sa spécificité est qu'elle est, pour dire, chapeautée par le Conseil supérieur de l'ordre, qui a une fonction quasi régalienne sur la formation. Alors, très concrètement, l'OPCO, avec la branche, a en charge l'organisation, notamment de l'apprentissage et de l'alternance, mais les diplômes sont régis, en tout cas un grand nombre de choses sont décidées au niveau du Conseil supérieur de l'ordre, qui donc intervient fortement et qui a établi une ligne de longue date qui est celle de s'inscrire dans le cadre des diplômes d'État et des titres RNCP. Donc 130 000 salariés, 12 800 entreprises, avec une autre caractéristique de votre filière, c'est que les parcours sont assez longs et contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que des experts comptables, il y a une palette de métiers avec des évolutions de carrière qui peuvent être assez importantes. Alors, il y a effectivement une diversité des métiers, parce que quand on parle de la branche des experts comptables, il n'y a pas que des comptables, il y a des gestionnaires de patrimoine, des chargés de clientèle, des juristes, donc il y a un ensemble de métiers, c'est vrai. Mais la spécificité, c'est qu'on peut tout à fait commencer son parcours en ayant un niveau infra-bac et au fil des différents diplômes, acquérir le diplôme d'expertise comptable et commissaire aux comptes qui équivaut à un bac plus 8. Donc, merci. Ce sont des parcours intéressants, effectivement. Et on y reviendra tout à l'heure en lien avec l'offre de formation. Laurent Matan, bonjour. Bonjour Nicolas Lagrange. Alors, quelques mots sur vos fonctions, vos mandats et qu'est-ce qui pourrait permettre de définir, de spécifier votre filière et les branches qui la composent. D'accord. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis Laurent Matan, je suis représentant AFB et représentant en fait de 6 branches de la filière banque, marché financier et marché spécialisé. Alors, pour faire simple, pour décrire déjà cette filière,
elle regroupe en fait les banques mutualistes et non mutualistes. Donc pour étayer un peu ou pour imager en fait, au risque de décevoir celles que je ne vais pas citer bien évidemment, mais quand on parle de banques, les banques traditionnelles, historiques, BNP Paribas, Société Générale et LCL. Et puis les banques mutualistes, donc, qui représentent 3 branches en tant que telles, puisqu'on a la branche Banque Populaire, les branches Caisse d'épargne et la branche Crédit Mutuel. S'ajoutent en fait à ces 4 branches 2 autres branches, Amafi et ASF, qui sont en fait une branche marché financier. Donc encore une fois, pour illustrer un peu, pour que ça parle un peu plus, ce sont des métiers et des entreprises directement sur les marchés financiers. Je citerai ne serait-ce que les fameuses sociétés de bourse, voilà, quelque part, donc très présentes sur le marché financier, et donc bien évidemment des acteurs actifs et qui travaillent avec les banques au passage, et puis les marchés spécialisés. Donc là, c'est pareil en tant que consommateur. On connaît le crédit à la consommation, on connaît donc ce sont des entreprises qui travaillent sur ces secteurs-là, donc ainsi que sur le leasing, sur l'affacturage, etc. Donc vraiment sur des métiers de la finance, mais vraiment spécialisés. Et puis, lorsqu'il me reste un peu de temps, effectivement, je suis quand même salarié de BNP Paribas et je travaille effectivement au sein des équipes politiques et affaires sociales de BNP Paribas. Responsable RH. Parfait. Merci. Sylvain Dutremblay, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Sylvain Dutremblay, moi je fais partie de l'AFIECIS et FECGC. Donc on s'occupe de tout ce qui est informatique, conseil, ingénierie, formation et événementiel. Je suis aussi le vice-président de la commission paritaire transversale sur l'alternance. Et enfin, dans plusieurs commissions paritaires et au conseil d'administration d'Atlas. Au niveau de la branche, c'est plus de 850 000 salariés, plus de 67 000 entreprises, un chiffre d'affaires de plus de 120 milliards d'euros, donc ce qui n'est pas rien. Une évolution constante du nombre d'emplois. Pour donner une petite idée, entre 2008 et 2016, c'était plus 175 000 emplois. Et en progression constante, on le voit régulièrement. De toute façon, il suffit de regarder autour de nous. Là, il y a le problème lié au Covid. Aujourd'hui, on est là en train de faire un webinaire. Avant, on aurait fait ça différemment. On aurait fait ça en présentiel. Donc là, l'évolution technique évolue, l'intelligence artificielle arrive, donc nous, on est là pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Dernier interlocuteur, Alexis Meyer, bonjour. Bonjour Nicolas Lagrange, bonjour à tout le monde. Alors, quelques mots sur vos mandats et puis sur la filière assurance au sens large, mais qui est assez diverse, que vous allez nous présenter. Bien volontiers. Alors, moi, je suis directeur des affaires sociales de la Fédération française de l'assurance. La Fédération française, c'est la représentation patronale de la branche des sociétés d'assurance, qui est l'une des 4 branches qui composent la filière assurance. Les autres branches, ce sont celles des intermédiaires d'assurance, que sont les courtiers, que sont les agents généraux d'assurance, et nous avons également la branche de l'assistance. Au total, ça représente à peu près 265 000 salariés, 11 500 entreprises qui vont de toutes petites entreprises installées dans les territoires jusqu'à des grandes multinationales avec des noms que vous connaissez tous. Peut-être 2 choses à retenir sur l'assurance, c'est que, nous sommes vraiment au cœur de l'économie, nous travaillons avec toutes ces composantes, et de ce fait, nous proposons une grande diversité de métiers qui vont de métiers commerciaux, de métiers plus spécialisés sur l'assurance, sur la gestion des sinistres par exemple, et sur des métiers qui sont beaucoup plus orientés sur la tech, comme on le dit couramment, que les métiers d'actuaires, les métiers de data scientist ou autour de l'intelligence artificielle. Deuxième chose à savoir sur l'assurance, c'est que nous sommes un secteur qui embauchons, et nous embauchons des jeunes. Rien que sur les sociétés d'assurance, donc les grands groupes dont je parlais tout à l'heure, plus de 16 000 embauches l'an dernier, dont 60% de moins de 30 ans, 60% de femmes, essentiellement des CDI. 95% des salariés du secteur sont en CDI, avec généralement des rémunérations qui sont également attractives. Voilà pour une présentation un peu synthétique du secteur. Alors après un arrêt sur image sur vos secteurs, vos filières respectives, on va faire un focus plus spécifique sur l'alternance. Alexis Meyer, quelle est l'évolution de l'alternance ces dernières années dans votre filière? Qu'est-ce qui est caractéristique en matière de contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation? Alors, tout d'abord, c'est vraiment une priorité des recruteurs dans l'assurance. L'alternance s'est beaucoup développée. On a plus de 6 500 alternants actuellement sur nos branches professionnelles, donc, que j'ai présenté tout à l'heure.
environ 56% en contrat de professionnalisation, 44% en contrat d'apprentissage, avec une progression de la proportion de contrats d'apprentissage, mais surtout une évolution et une dynamique extrêmement forte. On a plus 10-20% par an de nouveaux alternants qui entrent dans le secteur. C'est à peu près le quart de nos embauches qui se font désormais par ce biais-là, et qui concerne désormais la totalité de nos secteurs d'activité et la totalité de nos métiers. On a une proportion d'embauche au niveau Bac+3, Bac+2, Bac+3 qui est encore assez importante. Mais petit à petit, on se dirige de plus en plus vers de la licence pro, du master et des Bac+5 d'une manière assez générale. C'est une tendance de fond qui se concrétise d'année en année. Avec un certain nombre de métiers émergents et qui, du coup, impactent forcément l'offre qui commence à s'adapter, mais c'est en cours. Oui, tout à fait. Alors, nous avons des besoins récurrents, par exemple, sur les métiers commerciaux. Donc, on a constamment des recrutements à ce niveau-là. Mais aussi, je le disais, on est de plus en plus tiré par les transformations du métier, la digitalisation qui est extrêmement importante. Et donc des métiers de plus en plus à forte valeur ajoutée qui sont orientés sur les métiers de la tech, et ça irrigue l'intégralité de nos professions et l'intégralité de nos métiers. Web marketer, expert en cybersécurité, data scientist, etc. Ce qu'on peut très retrouver bon d'ailleurs exemple, dans d'autres secteurs. Sylvain Dutremblay, même question. Quelle photographie aujourd'hui de l'alternance sur le champ des bureaux d'études, des géomètres experts et des économistes de la construction? Alors, au niveau des alternances, nous, on a 52%. On représente 52% des alternants d'Atlas, donc ce qui est quand même très important. Ce qui fait 28 300 alternants, 58% en contrat de pro et 42 en apprentissage. Pour vous donner une idée, en 2013, on était à 7 500 alternants. Aujourd'hui, on en est à plus de 15 000, donc le double. Et on a une vraie volonté d'avancer sur le sujet. Une des spécificités de notre branche, c'est que les personnes qui viennent et qui choisissent l'alternance et l'apprentissage, c'est un choix décidé et mûrement réfléchi. Ce qui fait qu'on n'a que 4% de rupture, contre 28%, toutes branches confondues. Donc c'est vraiment une volonté d'avancer. En parallèle, si on prend les autres branches, si on continue à faire un comparatif, le taux de chômage est à 17% ailleurs pour les jeunes. Chez nous, il est à moins de 9%. Donc, ce qui est quand même extrêmement bien. À la sortie, en fait. À la sortie, tout à fait. Quelques mois donc après l'obtention du diplôme, mais en général, c'est à 6 ou 7 mois après l'obtention du diplôme qu'on mesure ce taux d'insertion. Et d'ailleurs, on a à 82% des CDI à moins de 3 mois. Donc, ce qui est relativement bien. Au niveau de notre branche, 48% des personnes viennent et suivent des formations à Bac+5 pour tout ce qui est apprentissage. Cela vient du fait que toutes les formations, comme je disais tout à l'heure, on est de plus en plus dans le technique. Les besoins évoluent. On a besoin de plus d'informations, de formation. Tout ce qui est intelligence artificielle demande beaucoup d'études, beaucoup de recherche, tout ce qui est recherche et innovation. Et en fin de compte, tout ça, on ne peut le faire qu'avec les centres de formation. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que vous avez un gros enjeu, puisqu'aujourd'hui, une majorité des contrats sont des contrats de professionnalisation. Or, on observe, et on va en parler tout au long de cette webconférence, une bascule importante des contrats pro vers les contrats d'apprentissage. Laurent Matan, alors quelques éléments pour spécifier l'alternance, expliquer quelle est la situation aujourd'hui dans votre filière banque, marché spécialisé et financier. Alors, on va trouver un certain nombre de similitudes par rapport à certaines branches ici présentes, notamment la filière assurance. C'est pas pour rien qu'on parle de banque assurance bien souvent. Donc déjà, on réaffirme, et c'est historique au sein de nos filières et de nos différentes branches, je dirais dans notre ADN, pour reprendre une image qui a été tout à l'heure citée en introduction, dans notre ADN, en fait, l'alternance fait vraiment partie aujourd'hui de notre ADN, de notre politique RH à tous, en y voyant même un parcours d'excellence. Donc, on a toujours cherché à le développer. On a toujours été des acteurs clés en matière d'alternance. Donc, pour citer les chiffres que vous avez devant les yeux, effectivement, c'est un alternant sur 5 aujourd'hui chez Atlas et, en tous les cas, fait partie des 6 branches que j'ai citées tout à l'heure. Donc, c'est pas pour rien. On a peut-être une spécificité que n'ont pas forcément toutes les branches. On est plus orienté aujourd'hui sur les contrats de professionnalisation, vous disiez Nicolas, que sur les contrats d'apprentissage, même si nos efforts, et on verra ce que l'on peut faire avec justement les CFA qui
qui nous écoutent et qui sont ici présents, voir comment on peut éventuellement inverser cette tendance. Autre spécificité, voilà, si c'en est une, ce sont plutôt des profils Bac+3, Bac+5, voire au-delà, essentiellement parisiens, même si, bien évidemment, mes collègues mutualistes sont également à la recherche d'alternants dans les différentes régions. Mais compte tenu de la configuration à la fois des banques non mutualistes et également à MAFI et à SF, on est quand même plus sur un territoire, je dirais, Île-de-France que parisien. Et puis peut-être une spécificité que je rajouterais, c'est en 3 points, c'est un opérateur CFA un peu historique au sein de la banque qui s'appelle ex-CFPB et aujourd'hui École supérieure de la banque, ESB, qui effectivement nous a accompagnés et continue à nous accompagner, continue à accompagner les différentes branches que j'ai citées tout à l'heure par des parcours d'alternants, je dirais, les plus précis et les plus en adéquation avec nos besoins d'entreprise. Donc c'est aussi une spécificité, je dirais, du secteur bancaire. Céline Viken, dans l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, une forte évolution, alors surtout ces 3-4 dernières années, avec un nombre d'alternants qui a fortement cru et avec, là encore, un certain nombre de caractéristiques particulières. Alors effectivement, le secteur de l'expertise comptable est en tension. Globalement, l'expression consacrée, c'est « on manque de bras ». C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de recruter. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, on est dans une branche où se construisent des parcours professionnels à travers notamment l'accession à des diplômes et à des formations. Ce qui fait de l'apprentissage une voie naturellement préférentielle pour déployer l'ensemble des actions nécessaires pour faire face à ces enjeux. Alors, en 2014, il y avait eu une précédente réforme de la formation qui avait conduit à la renégociation en 2015 de l'accord de formation au sein de la branche et qui avait mis l'accent en fait sur l'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Je mets de côté la période de professionnalisation qui était un dispositif qui a disparu et qui était fortement utilisé par les experts. Et ça fait d'ailleurs partie des questions aujourd'hui sur la bascule depuis les périodes de professionnalisation vers les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation selon les sujets. Et dans cet accord de 2015 qui suivait la réforme, vous aviez également négocié des aides financières pour les entreprises, pour les jeunes, et mis l'accent également dès 2015 sur l'accompagnement tutoral. Oui, on avait vu la fonction tutorale. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, cet accord est en renégociation. On devrait renforcer tout ce qui est défini autour de la fonction tutorale et du maître d'apprentissage. Alors évidemment, on traite également de la rémunération des apprentis pendant ce temps. Et tout ce processus en fait, a conduit à ce que la branche ait beaucoup développé le recours à l'alternance au global et à l'apprentissage en particulier, puisque nous avons 7 900 alternants. Dans une branche de 130 000 personnes, c'est une statistique plutôt honorable, dirons-nous, et 57% d'entre eux sont en contrat d'apprentissage. Alors, on a 79% des alternants qui visent un niveau Bac+3 et plus. On sait que les évolutions récentes, notamment sur la période de professionnalisation, mais aussi les aides exceptionnelles qui ont été décidées pendant la crise sanitaire, vont probablement permettre de tendre vers une élévation encore des niveaux d'études recherchés. Merci beaucoup pour ce tour de table. Merci d'avoir planté le décor de l'alternance dans vos filières et dans vos branches respectives. Je rappelle à l'auditoire, au public, que vous pouvez poser des questions, poster vos commentaires, vos témoignages à tout moment et qu'on s'efforcera de les relayer tout au long de cette webconférence. Alors, vous allez nous dire les uns et les autres comment vous envisagez cette rentrée en matière d'alternance. Quels sont vos enjeux spécifiques, les leviers sur lesquels vous comptez? Quels sont éventuellement les objectifs, les engagements, quanti et quali, que les partenaires sociaux de vos branches professionnelles ont pu prendre? Et on va démarrer par vous, Sylvain du Tremblay. Alors, au niveau de la branche des bureaux d'études, aujourd'hui, on manque de monde. Il y a énormément de métiers qui sont en tension. Dans le numérique, on manque plus de 10 000 personnes, plusieurs autres dizaines de milliers d'autres sur les autres secteurs. On a besoin de monde en BIM, en ingénierie, en cybersécurité, data scientist, projeteur. Donc BIM, c'est la maquette numérique dans le bâtiment. Ce manque à gagner représente pour nous plus de 500 millions d'euros par an. Alors, par rapport à ça, on a mis en place un certain nombre d'actions au niveau de la branche, entre autres un partenariat entre le ministère de l'Éducation et l'Enseignement supérieur pour promouvoir l'apprentissage.
On a un site qui s'appelle Concepteur d'avenir, où je vous invite à aller le voir. Plus de 600 000 visiteurs, 1,5 million de pages vues l'année dernière, donc ce qui est énorme, et on espère encore faire mieux dans les jours à venir. On a un observatoire des métiers qui s'appelle l'OPIEC. Cet observatoire fait des études sectorielles, nationales, régionales, le but étant de voir l'évolution des métiers et des besoins. Donc l'adresse internet, c'est opiiec.fr. Et j'invite tous les CFA à aller le visiter. Comme ça, ils vont voir quels sont les métiers en tension et donc les formations à mettre en place sur leur secteur et leur région en particulier. Donc il y a un fort enjeu de promotion des métiers, je pense, Tout à qui est fait. commun à toutes vos filières, avec un objectif dans l'accord de 2019 de la branche des bureaux d'études qui avait été fixé à plus 10, qui était Oui, assez tout à fait. ambitieux, mais qui, peut-être avec les différentes mesures, va pouvoir être tenu. Voilà. À première vue, on est sur le point de le tenir dans les jours ou semaines à venir. Très bien, on prend date. Alexis Meyer, vous aussi, vous aviez fixé des objectifs assez ambitieux. Quelle est la tendance tout d'abord pour 2020 ? Oui, les enjeux de cette rentrée-là, alors rentrée un petit peu incertaine vu les conditions sanitaires que nous vivons tous, des objectifs en effet quantitatifs. On espère avoir une dynamique de recrutement qui soit équivalente à celle des années précédentes. Les remontées qu'on a du terrain actuellement nous donnent des signes qui sont très bons. C'est-à-dire que nous comptons sur une progression de nouveau de 10 à 20% du nombre d'alternants cette année. Donc c'est quelque chose qui est a priori assez positif. Les premiers signes sont vraiment très bons en cette rentrée. Deuxième signe d'objectif, des objectifs qualitatifs cette fois, et comme pour les autres branches que nous avons ici autour de la table, une volonté de promouvoir nos métiers, de les rendre plus visibles. Nous souffrons parfois d'un manque de notoriété dans la branche. Et on travaille avec notre observatoire des métiers. Nous, il s'appelle l'Observation de l'évolution des métiers de l'assurance, OEMA. On pourra vous donner les coordonnées, je l'espère. Et puis, nous travaillons beaucoup avec l'opérateur Atlas, puisque nous avons beaucoup participé à sa création et c'est un outil que nous comptons utiliser le plus possible pour développer un certain nombre d'outils qui vont nous servir à promouvoir les métiers de l'assurance, les faire mieux connaître, partager nos valeurs et la grande diversité des métiers que nous avons. Nous sommes très fiers de notre culture d'assureur et des valeurs que nous portons. Nous sommes des métiers qui avons beaucoup de sens, de mutualisation, de partage des risques, de protection des clients. Et ce sont autant de valeurs que nous essayons de faire connaître avec les actions d'Atlas. Notre présence aujourd'hui en témoigne. Céline Dicken, quels sont les objectifs sur le court et le moyen terme pour la filière expertise comptable et commissariat aux comptes? Quels sont les objectifs quanticali qui ont pu être fixés par votre branche? Alors globalement, on s'inscrit comme les autres dans une tendance plutôt à la hausse, même si on a, comme on l'a rappelé précédemment, plutôt des bons scores côté expertise comptable, mais on devrait profiter de la bascule de certains dispositifs pour voir encore progresser la part des alternants. Alors globalement, sur le secteur des experts, comme on vous le disait, nous avons besoin de recruter. Ce sont des métiers qui demandent une certaine technicité, même si encore une fois, il n'y a pas que des comptables. Et ça impose d'une certaine manière de mettre en place en fait des recrutements très en amont en profitant de l'apprentissage, puisque dans notre secteur également, nous transformons très souvent les contrats d'alternance en CDI par la suite. Globalement, nos métiers sont en tension, c'est vrai, mais ils sont aussi en tension de manière qualitative, puisque, comme tous les autres, nous sommes évidemment confrontés à la digitalisation de l'économie, des activités, des pratiques, qui ont donc des effets sur la manière d'exercer le métier dans les cabinets d'experts comptables, dans la gestion des rémunérations ou la gestion de patrimoine, mais qui aussi impactent notre activité de conseil auprès de nos clients et qui nous demandent donc en fait d'avoir un travail de fond sur les implications qu'entraîne la digitalisation sur nos métiers. Alors l'Observatoire travaille sur ce sujet, mais nous avons aussi un travail à mener sur le développement de modes d'apprentissage qui permettent de mettre en place en fait les nouveaux canevas qui vont conduire par la suite à développer des formations vraiment très spécifiques sur ces secteurs-là. Pour illustrer le propos, très globalement, nous avons eu en 2019 donc toutes les évolutions législatives. Nous avons dans notre branche choisi de négocier très vite
l'accord de professionnalisation par l'alternance pour qu'il puisse être opérationnel le plus rapidement possible, sachant que l'accord de formation allait mettre un certain temps à être négocié. Et lors de cette négociation, nous nous sommes rendus compte qu'au sein de la branche, nous manquions en fait de formation technique qui relevait de la digitalisation. Alors ça va être le développement sur le multimédia, ça va être des bacs, ou plutôt des licences professionnelles informatiques, hein, donc data, big data, gestion du big data, exploitation des données, on l'a dit tout à l'heure, data scientist. Donc on a profité là pour le coup de l'OPCO et donc de la mutualisation qui était permise pour aller regarder. On l'avoue plutôt côté bureau d'études, puisque je siège aussi au bureau d'études, donc j'avais les éléments. Et donc, on est allé choisir des formations qui correspondaient à nos métiers. Mais ça va quand même demander d'affiner tout ce travail, sans compter toute la prospective qu'il va falloir intégrer dans ces travaux. Alors, Céline Dicken, je vous relais 2 questions. Il y a un certain nombre de questions qui commencent à arriver. D'un organisme de formation, bonjour, pas mal d'offres d'alternance, effectivement, mais une pénurie de candidats de notre côté pour l'instant. Quel levier pour mobiliser des potentiels candidats? Deuxième question que je lis sur ma tablette. Bonjour, quels moyens conseilleriez-vous aux étudiants pour trouver une alternance en début de cursus? Car le fait d'envoyer des mails, de donner le CV en main propre, ne donne aucun retour pour de nombreuses personnes de mon entourage, dont moi inclus. Voilà, les 2 questions tournent un peu autour de la même idée. De quelle manière la branche professionnelle, en lien avec l'OPCO et les autres acteurs, peuvent aussi favoriser cette promotion des métiers, aussi bien auprès des jeunes que des entreprises? Alors, c'est justement l'un des chantiers que nous avons initié avec l'OPCO, hein, qui est de la mise en relation des alternants avec à la fois les CFA et les entreprises. C'est un de nos défis. Là-dessus, comme je disais aussi tout à l'heure, on a le Conseil supérieur de l'ordre qui est implanté en région. On a aussi Atlas qui est implanté en région. Et nous développons par ailleurs des outils. Donc, par exemple, Sylvain parlait du site concernant bureau d'études. On est en train également de travailler là-dessus et sur des supports pédagogiques également pour permettre une meilleure mise en relation, notamment pendant la période actuelle de crise sanitaire où effectivement un certain nombre de salons n'ont pas eu lieu. Et donc, il faut organiser la communication et donc la promotion des métiers autrement. Donc ça, c'est pour les moyens sur le recrutement. Et oui, c'est ça, c'est sur le recrutement. Et vous nous demandiez les moyens pour trouver des entreprises. C'est ça. Et bien, encore une fois, là, sur les régions, on a un conseil de l'ordre qui est assez actif et qui travaille notamment avec les instituts régionaux pour développer en fait ces partenariats. Alors avec évidemment, hein, selon la région, des résultats différenciés. Mais c'est là encore un des chantiers sur lesquels on s'attelle. Et évidemment, cette année, Alexis Meyer l'a dit, on est quand même sur une rentrée plus incertaine que les années précédentes. Laurent Matan, même question sur les objectifs de la branche et les leviers d'action. Mais avant que vous répondiez, je vous relais une autre question. Nous sommes un organisme de formation CFA, mais nous proposons également des contrats de professionnalisation. Que pensez-vous du décret qui apporte une aide exceptionnelle pour les contrats pro jusqu'à 30 ans uniquement? Les entreprises ne recherchent-elles pas avant tout des compétences plutôt qu'un jeune? Alors absolument, on le dira plus tard et j'aurai l'occasion de l'évoquer avec vous lorsque je parlais de partenariat vraiment qu'il faut poursuivre, mettre en place et poursuivre entre les différents acteurs du triptyque alternance. Après, les problématiques, effectivement, alors aujourd'hui, des décrets tombent les uns après les autres. C'est vrai qu'en plus, l'actualité est assez riche en ce moment. On ne parle pas que de crise sanitaire, on parle aussi d'alternance et de décrets, donc il les vise directement. Il est vrai qu'effectivement, on a engagé, et je le citais tout à l'heure, on a engagé quelque part des réflexions pour, je dirais, privilégier les contrats d'apprentissage au détriment des contrats de professionnalisation. Certains décrets, entre-temps, permettent de modérer, et de toute façon, on a bien compris qu'on ne pourrait pas passer de l'un à l'autre comme ça en claquant des doigts. On va essayer aussi d'accompagner les CFA à partir du moment où eux-mêmes peuvent nous permettre d'accéder aux contrats d'apprentissage. Effectivement, aujourd'hui, on ne quitte pas pour autant le contrat de professionnalisation, on ne le boude pas, et il fait partie totalement, en tout cas dans nos dispositifs. On parle d'alternance dans nos boutiques, enfin à la fois à la branche, mais également, et là je remets ma casquette BNP Paribas, on parle d'alternance. On souhaite
et là je parle au nom plutôt des entreprises, des adhérents de différentes branches que je représente aujourd'hui, que ce soit le plus transparent possible pour le jeune. Donc là, effectivement, on discute un peu technique sur CA et CP, mais globalement, l'alternance au sens large est véritablement le sujet moteur de nos politiques RH au sein de nos différentes branches. Oui, c'est un canal de pré-recrutement et du coup, comment vous caractériseriez les objectifs de la branche si on se projette à court et moyen terme, en fait? Alors tout à fait. Donc, je tenais à rappeler. Alors, j'allais effectivement, pour répondre comme mes collègues, j'allais répondre effectivement que la rentrée telle qu'on l'imagine, sans provocation de ma part, on la voit plutôt sereinement. Je sais qu'aujourd'hui, les plus grands établissements, les grands groupes qui sont présents dans les différentes branches que je représente, aujourd'hui ont relativement, je dirais, bouclé leur programme d'alternance, hein, ce qui montre bien que à la fois l'alternance, les alternants se tournent vers les banques, et c'est tant mieux. On continue à afficher, et je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ose le répéter, une ambition véritablement et un engagement fort sur l'alternance. On a, comme voilà, toutes les branches qui se sont présentées, les mêmes problématiques de transformation massive de nos métiers, avec certes la disparition de certains, mais l'apparition de nouveaux métiers. Et qui dit métier, et là je fais un lien, Nicolas, avec la dernière question, effectivement, on va rechercher des compétences. Notre intérêt, c'est pas de faire de l'alternance pour de l'alternance. On n'a même pas parlé d'ailleurs de quotas ici autour de la table. L'idée, c'est véritablement d'accompagner notre alternant pour qu'il devienne le collègue de demain, comme je dis souvent. Et donc là, bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir s'assurer de l'acquisition des différentes compétences dont on a besoin, surtout sur des métiers nouveaux au sein de la banque, et Dieu sait qu'il y en a, pour justement à la fois être attractif vis-à-vis des jeunes publics, mais également pour pouvoir ensuite les embaucher et bien évidemment, pourquoi pas, continuer un long parcours au sein de nos différents établissements. Une nouvelle question pour Céline Viken. La digitalisation des métiers de l'expertise comptable. Alors, il y a des CFA qui forment à ces compétences, nous dit cet auditeur téléspectateur. Mais est-ce que vous avez envisagé des partenariats de co-construction des référentiels de formation? Alors, c'est en cours. Justement, c'est un travail qui est en cours. Donc, on intervient sur plusieurs sujets, hein. On l'a dit tout à l'heure, il y a le problème de mettre en relation les jeunes avec des CFA et des entreprises, donc sur des sujets de formation qui peuvent être porteurs. Et il y a effectivement tout un travail, hein, sur les contenus de formation et ce vers quoi on veut aboutir. Mais ce travail est quand même beaucoup mené aussi au niveau du Conseil supérieur de l'ordre. Donc, ce qui impose quand même toujours, quand on est dans notre branche, de travailler à la fois avec Atlas, d'autant que nous, il y a un peu plus des 2/3 des entreprises sont des entreprises de moins de 11 salariés. Donc, vraiment la cible prioritaire pour Atlas, normalement. C'est plutôt pour les petites entreprises quand même que les OPCO sont vraiment déterminants. Et on doit travailler aussi avec le Conseil de l'ordre. Donc, cette coordination se fait au niveau de la branche. Et très honnêtement, les travaux sont en cours. Il est difficile aujourd'hui de dire ce vers quoi on va aller. On sait qu'il y a des choses qui existent. Elles ne correspondent pas toujours aux attentes qui sont exprimées en termes de niveau d'études, de qualité ou d'adaptation spécifique à certains métiers. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les CFA, mais on a effectivement un travail en cours sur ce sujet. Tous les mois, on travaille là-dessus. Merci. Quel message les uns et les autres vous pourriez adresser aux CFA et aux organismes de formation qui nous écoutent sur vos priorités, vos besoins, vos attentes? Voilà, si vous aviez 2-3 messages clés les uns les autres, qu'est-ce que vous leur diriez? Ils sont plusieurs centaines à être connectés et à vous écouter. Laurent Matan. Alors, en 2 points. Très sommairement et de façon synthétique, le premier point, je dirais, c'est de les rassurer si certains sont inquiets par rapport à notre ambition et à notre engagement sur l'alternance. C'est vrai que les conditions sanitaires, voilà, la crise sanitaire qu'on est en train tous de traverser, avec des rebondissements pratiquement quotidiens, peut paraître assez anxiogène. Pour autant, en termes d'ambition de pré-recrutement, donc alternance, et de recrutement, je dirais, la filière banque, marché financier et marché spécialisé, je dirais, souhaite passer des messages relativement positifs. Le deuxième message, je dirais, il pourrait se résumer en un mot, c'est partenariat. Je l'ai cité tout à l'heure. On parle souvent de l'ancien triptyque alternant entreprise et CFA. J'aurais tendance aujourd'hui à rajouter un angle à mon triangle pour devenir le carré magique avec l'opérateur donc Atlas. Et aujourd'hui, je dirais que ce partenariat qui se doit riche,
entre CFA, alternant, entreprise et OPCO Atlas, je dirais, pourrait s'exprimer de différentes manières. On pense tout de suite à la pédagogie, au parcours de formation, mais avant de contribuer, de co-construire, de coécrire le parcours de formation, j'aurais tendance à dire que on peut tous contribuer. Et on l'a cité tout à l'heure, Alexis l'a cité sur l'assurance, mais on a exactement les mêmes problématiques au sein des banques, au sens où on peut tous contribuer à donner une lisibilité sur les métiers. C'est vrai que l'image de la banque à guichet, tout ça est révolu, on le sait tous, mais c'est bien de le rappeler, et donc de pouvoir être tous finalement ambassadeurs des différents métiers de la banque. Et donc là, j'encourage, alors je n'ai pas le site en poche, je ne sais pas s'il y a une incrustation, mais effectivement, on a également bien évidemment un observatoire extrêmement actif au sein des banques qui permettent effectivement d'avoir cette lisibilité et surtout de pouvoir se projeter par rapport aux métiers d'avenir. Donc là, c'est véritablement ce partenariat qu'il faut poursuivre, voire co-construire et co-écrire ensemble. Et puis, je le citais tout à l'heure, et c'était c'était en tout cas l'objet d'une des questions, de nous accompagner dans cette transformation, parce que nous également, entreprises, ou nous, branches, on connaît également, il faut nous accompagner également sur ce passage du contrat de professionnalisation vers le contrat d'apprentissage, avec le bémol qu'on a évoqué tout à l'heure, compte tenu des différents décrets qui viennent de tomber. Et puis après, je dirais qu'il y a des petits réglages peut-être qui, quelquefois, nous posent problème, d'essayer de voir comment on peut travailler ensemble sur... alors, c'est qu'un sujet, c'est qu'un chantier, mais de pouvoir travailler peut-être sur d'échelonner ou d'étaler un peu davantage les rentrées, ce qui nous permettra aux branches, à notre opérateur et notre partenaire OPCO, mais également aux entreprises, peut-être d'être plus actives et de mieux gérer en fait les rentrées alternants pour que ce soit moins anxiogène pour le CFA, pour l'entreprise et surtout pour l'alternant. Merci. Céline Dicken, votre message au CFA et aux organismes de formation? Alors, sans répéter ce qui vient d'être dit, il y a effectivement un gros travail de relation avec les CFA, les branches, Atlas, qui se met en place et qui se construit, puisque, comme on le disait, il y a un gros travail qui est déployé en ce moment. Yves Portelli l'a rappelé, on a mis en place un plan spécifique sur l'alternance dès le deuxième trimestre 2020. Et donc, nous, on a un gros travail sur la mise en relation entre les jeunes, donc les entreprises, et puis les parcours professionnels qui peuvent être associés, où là, les CFA ont un rôle à jouer d'information. C'est-à-dire pas seulement aller chercher les jeunes pour leur dire « passe ton diplôme de comptabilité », mais bien leur montrer toute la richesse du parcours qu'ils peuvent avoir. C'est à nous de travailler avec les CFA dans ce sens. Il y a aussi tout un travail à mener, comme on le disait, sur les contenus pédagogiques, sur les contenus de formation et leur inscription, toujours dans le cadre des diplômes d'État. Encore un mot, il y a un certain nombre de CFA qui demandent à avoir des contacts, des liens plus réguliers avec les branches professionnelles qui ne connaissent pas forcément très bien. Comment vous, en tant que représentante de branche, vous percevez cette attente? Alors, c'est quelque chose qui est très actuel. Alors moi, je siège dans 3 branches et on a le problème dans les 3 branches. C'est globalement, on veut bien travailler, en fait, on veut bien même participer sur le contrôle un peu pédagogique dans les CFA, sauf que pour le moment, on ne comprend pas le cadre dans lequel on intervient. Donc, on a tourné la question vers la Direction générale du travail ou la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle selon la branche, parce qu'on n'a pas de moyen d'inscrire notre action quelque part. Pour savoir selon quelles modalités très concrètes et opérationnelles des représentants des branches pourraient participer aux instances, à la gouvernance des CFA ou à certaines réunions. C'est effectivement prévu, mais par exemple, moi je suis salarié, si je dois aller siéger dans un CFA pour discuter de pédagogie, j'ai besoin d'une dispense sur mon temps de travail et on ne sait pas comment ça marche pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé la question. Merci. Alexis Meyer, même question, très court. Vos messages aux CFA et aux OF? Oui, alors peut-être 2 messages principaux. Un message, je pense, qui peut être partagé par tous, c'est que nous avons beaucoup insisté sur le caractère technique de nos métiers, le besoin d'expertise, le besoin d'avoir des personnes qui soient formées, bien formées. Mais nous avons aussi besoin de personnes qui aient des qualités humaines très développées. Nous avons besoin de gens qui soient généreux, qui soient curieux, qui soient agiles dans leur métier au quotidien. Donc vous appelez de vos voeux le fait d'introduire peut-être davantage de compétences comportementales dans les parcours de formation, parce que parfois ça peut passer pour un recruteur devant une expertise technique. Ce que nous font remonter tous les recruteurs, tous les DRH, c'est
Ils ont besoin de gens qui aient, par exemple, une bonne expression écrite et orale, qui aient des réflexes professionnels pour être non seulement de bons experts, mais aussi de bons collègues. On travaille tous dans des collectifs de travail, on est tous dans des métiers qui sont porteurs de sens, et tous dans des métiers qui vont évoluer dans les années qui viennent. Donc on a voilà, besoin de gens qui, encore une fois, aient des qualités professionnelles, d'expertise, mais aussi des qualités humaines très développées. Une petite question pour vous. Les branches accueillent-elles positivement les titres professionnels du ministère du Travail qui offrent des parcours terrain très opérationnels? Sont-ils, selon vous, bien valorisés aux yeux des recruteurs versus les diplômes éducation nationale plus connus, effectivement, historiquement? Il y a certainement du travail encore à faire en termes de visibilité sur tous ces sujets-là. On a besoin de travailler tous main dans la main avec l'éducation nationale, on a besoin de travailler avec les organismes de formation professionnelle, avec les CFA, tous au sein des branches que regroupe Atlas, par exemple. On a besoin de travailler avec tous les acteurs pour justement valoriser, quels que soient les titres, quelles que soient les formations. On a besoin de valoriser tout ça, que ce soit pour la banque, l'assurance, l'expertise comptable ou autre. On a besoin de tous travailler là-dessus. Encore une fois, on a besoin, nous, de travailler en matière de visibilité sur nos métiers, en termes de notoriété. Il y a un grand patron de l'assurance qui disait autrefois que l'assurance, on y rentrait par hasard, on y restait par passion. Eh bien, nous, on espère maintenant qu'on ne va plus rentrer que par hasard. Merci. Et enfin, on termine par Sylvain Dutremblay. Quels sont vos messages aux CFA et aux organismes de formation, Sylvain? Passer le dernier, c'est très simple. Déjà, beaucoup de choses ont été dites. Au niveau de la branche des bureaux d'études, certains CFA sont venus nous voir en ayant peur de ne pas pouvoir remplir leur promotion de par le contexte actuel. Je vais quand même rappeler que toutes les actions de promotion qu'on met en place, qui sont souvent utilisées et parfois par les CFA et souvent méconnues et donc non utilisées, permettent déjà de remplir énormément les formations proposées. En parallèle, la dernière qui est mise en place, offre de service par Atlas, c'est Job Dating virtuel. Donc là, on met en place différentes actions qui permettront aux jeunes de rencontrer les entreprises. Ça va se mettre en place, ça va arriver dans quelques jours. Il y a plusieurs centaines d'entreprises qui sont déjà inscrites. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que ça va être évoqué. Donc, pour les CFA qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire postuler vos jeunes dès maintenant et utiliser tous les outils de promotion que nous mettons en place au niveau de la branche. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour la richesse de ces échanges. Un petit focus à présent sur l'organisation de l'Opco Atlas en matière d'alternance et ses axes de développement avec Nizar Bourchada, qui est adjoint au directeur branche et partenariat d'Atlas en charge de l'alternance. Et je vais lui demander de bien vouloir me rejoindre sur scène. Bonjour, Nizar Bourchada. Bonjour, Nicolas Lagrange. Avant de voir ensemble quels axes de développement de l'alternance Atlas met en œuvre et va mettre en œuvre, expliquez-nous quelle est votre organisation au sein de l'opérateur de compétences en matière d'alternance. Quels sont les interlocuteurs de référence au national et sur les 8 périmètres régionaux d'Atlas? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, loin de là de reposer sur un seul et unique service, si je peux me permettre, l'organisation interne au niveau de l'alternance d'Atlas, je vais, pour faire court, l'évoquer en 3 grandes étapes. La première est l'incarnation du souci de proximité cher à l'OPCO. C'est la direction réseau proximité client, qui est ainsi composé de 8 antennes régionales et plusieurs services nationaux, avec plus d'une centaine de collaborateurs qui répondent au quotidien aux besoins des entreprises. Alors, le petit plus de l'Opco Atlas, c'est que chaque antenne dispose de développeurs de l'alternance. Les développeurs de l'alternance, dont leur principale mission reste d'accompagner les CFA sur le terrain. Donc, un petit message pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris contact avec leurs développeurs de l'alternance dans les territoires, n'hésitez pas à le faire.
Le deuxième pôle, il représente un peu le dialogue qu'on a au quotidien avec les branches, avec deux grandes directions. La direction innovation et ingénierie, qui, elle, porte les observatoires, la certification, mais surtout l'offre de services, dont celle liée à l'alternance. Et la deuxième direction, c'est la direction branche et partenariat, qui est en charge de la relation avec les branches, de l'animation de plusieurs instances paritaires, 8 sections professionnelles paritaires, mais également 7 CPT, des commissions paritaires transverses. Elle est notamment composée du département alternance, que j'ai le plaisir d'animer avec 4 collaboratrices, dont les missions sont, et je vais faire très court, l'appui technique aux branches sur leur stratégie alternance, mais également sur la construction d'outils de valorisation de leur secteur professionnel. La deuxième mission, c'est le développement de l'alternance avec la mise en place de partenariats, notamment au niveau national, et la dernière mission, l'animation d'une communauté de CFA. Last but not least, c'est-à-dire vraiment pour le troisième pôle que j'évoquais tout à l'heure, bien entendu, on a toutes les directions support qui œuvrent et font, rayonner l'alternance au quotidien. Je pense notamment à la direction communication qui a remarquablement organisé cet événement. De construire des nouvelles fonctionnalités qui faciliteront au quotidien aux OF et aux CFA la mise en place quotidienne de l'alternance, notamment avec la direction de la transformation et la direction des systèmes d'information. 3, à faire que nos engagements financiers soient tenus avec la DAF. Et sans oublier 4, la direction juridique qui, elle, nous décrypte avec rigueur les nombreux décrets sortis ces derniers mois. Donc autant de force et de compétences, Nicolas, comme l'a rappelé Yves Portelli, qui sont sur le front pour faire gagner l'alternance. Et vous avez d'ailleurs un service dédié à la promotion des métiers qui est rattaché à la direction de la communication dans cette grande organisation et ses spécialisations. On va maintenant évoquer le plan d'action de relance de l'alternance qui a été décidé par le conseil d'administration d'Atlas. Ça a été dit tout à l'heure, en mai, il y avait eu déjà des premières actions. Et là, en lien avec le plan de relance du gouvernement, il y a à nouveau une série d'actions qui ont été mises en œuvre, qui vont être mises en œuvre. Quelles sont les grandes lignes, Nizar ? Alors, Yves en a parlé tout à l'heure en introduction. Ce plan d'action, ce plan de relance rentre complètement en adéquation avec le plan du gouvernement Un jeune, une solution. Bien entendu, dans ce plan de relance, les CFA ont une part importante. D'ailleurs, cet événement de lancement où on a mis à l'honneur les OF et les CFA en est également un exemple. Et pour ne pas être trop long et surtout spoiler les contenus des prochaines tables rondes, je vais évoquer notamment le fait de ce plan de relance en trois points. Le premier, c'est que l'OPCO se positionne en termes de facilitateur. Facilitateur dans quoi ? Dans la mise en relation entre entreprises et alternants. Tout à l'heure, énormément de questions l'évoquaient sur cette mise en relation. Les branches en ont parlé. C'est un acte fort de nos partenaires sociaux, comme ils l'ont pu le souligner il y a quelques minutes. Et nous assumons complètement d'être le Tinder de l'alternance. Pour cela, et au vu de la crise sanitaire que nous avons connue, nous allons organiser le premier salon virtuel porté 100% par un OPCO. Ça aussi, très rapidement, en 10 jours, on a eu plus de 400 entreprises qui se sont inscrites. Là, au mois de septembre, donc les entreprises n'ont toujours pas terminé leur recrutement, elles ont toujours des besoins. Et là aussi, on se compte énormément sur les OF et les CFA pour accompagner leurs jeunes à travers la plateforme et faire en sorte de faire postuler ces futurs candidats. Alors pour les entreprises, on va avoir également, on va dire, peut-être dizaine de webinaires sur le territoire, dans chacune de nos antennes régionales, là aussi pour décrypter et pour éclairer notamment les entreprises sur l'ensemble des mesures gouvernementales et des derniers décrets, notamment qui sont sortis fin août. Enfin, troisième point, les branches professionnelles qui composent l'OPCO Atlas se sont donné un objectif de développer et de fluidifier la relation avec les OF-CFA. Donc aujourd'hui, très clairement, nous souhaitons que les OF et les CFA nous ne regardent plus simplement comme un portefeuille, mais bien entrer dans une relation partenariale, dans une relation de dialogue. Et du coup, nous allons là aussi créer et animer une communauté de CF Atlas pour là aussi développer l'alternance. Merci pour ces premières précisions, Nizar Bourchada. On va maintenant faire un petit détour par la tablette graphique de Geoffroy Lefort, le facilitateur graphique qu'on a aperçu au tout début de cette webconférence. On va voir ce que lui ont inspiré les précédents échanges
Alors, on va avoir une vision d'ici. Voilà, on l'aperçoit et je vous laisse commenter, Nizar. Non, on remarque que c'est très très fidèle aux échanges que les branches notamment ont explicité tout à l'heure. On voit cette continuité, ce continuum là aussi dans la relation entre les différentes cibles. Tout à l'heure on a cité bien entendu le triptyque, Laurent a cité un carré magique même. Donc là on voit à travers les courbes le côté également très disruptif de la relation et en fait le côté également où l'OPCO est en ordre de marche par rapport à différentes palettes de couleurs et qu'on pourrait là aussi apercevoir au-delà de la promotion métier, le handicap et la mobilité internationale. Il est cité ici les soft skills, la mise en tension également des métiers. Donc je pense que c'est très 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 fidèle aux échanges et ça représente d'une façon assez systémique les différents propos qui ont été tenus. C'est ça, avec les 4 filières que l'on retrouve en haut de l'illustration, et puis le triangle jeune entreprise OFCFA avec Atlas en mise en réseau. Alors, merci beaucoup pour ce commentaire et on retrouvera le travail de Geoffroy Lefort à la fin de notre webconférence. Nouveau temps fort à présent avec les représentants des CFA et des organismes de formation sur leurs enjeux, leurs stratégies et leurs attentes, des enjeux que l'on va appréhender en compagnie de 5 CFA en 2 temps, avec une première table ronde consacrée aux défis administratifs et financiers et une deuxième dédiée aux défis pédagogiques, aux interactions avec les branches, les entreprises, les jeunes. N'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes vos questions, à poster vos témoignages et vos préconisations également. Pour cette première table ronde, première séquence, nous accueillons Valérie Cantal-Lampin, elle est directrice générale de Formasup Paris Île-de-France, et Sophie Langlais, directrice d'Alstom, organisme de formation et CFA Aston. Trois questions centrales au menu de nos échanges. Le desk entre-temps a été nettoyé, les micros désinfectés, vous avez pris place. Bonjour à toutes les deux. Quelles attentes concernant la gestion administrative et financière des contrats en alternance? Quels arbitrages entre contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage? Et quel rôle pour Atlas? Avant de répondre à ces questions, je vais vous laisser l'une et l'autre vous présenter et on va commencer par vous, Sophie Langlais. Bonjour. Merci Nicolas et merci à Atlas de nous donner la parole aujourd'hui. Bonjour, Sophie Langlais, je suis la directrice d'Aston, organisme de formation depuis plus de 30 ans dans le secteur de l'informatique et du numérique, et néo-CFA depuis mars 2020. Donc je suis là pour vous expliquer notre expérience. Aujourd'hui, nous formons 1200 apprenants, dont 800 sont des alternants sur nos 4 filières, système réseau, cybersécurité, développement et chefferie de projet. Et 80% d'entre eux sont accueillis par les entreprises adhérentes d'Atlas. Et ils préparent des titres certification professionnelle de niveau 4 à niveau 7. Et nous avons aujourd'hui 2 sites une en région parisienne et un dans le nord à Lille. Merci beaucoup pour cette photographie. Même exercice. Valérie Cantal-Lampin, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci Atlas de m'avoir invité, de me donner la parole. Formasup Paris Île-de-France a été créé il y a 22 ans par la région Île-de-France, un certain nombre d'universités parisiennes et des branches professionnelles telles que la Fédération française de l'assurance ou encore l'Association française des banques ou le MEDEF et l'UMM. Notre cœur de métier, ce sont les contrats d'apprentissage, puisque 95% de nos contrats sont des contrats d'apprentissage, 5% des contrats de professionnalisation, qui sont répartis en 20 établissements d'enseignement supérieur partenaires, plutôt sur la région parisienne. Nous sommes donc un CFA hors les murs, et nous gérons 5200 alternants l'année dernière, dont 34% chez Atlas. Nos diplômes sont plutôt des Bac+4 à Bac+5, ce sont 90% à peu près de notre offre de formation.
et dans des domaines interprofessionnels, puisque nos 250 formations qu'on propose à la rentrée concernent tous les secteurs professionnels et plutôt de l'interpro. Valérie Cantal-Ampin, la réforme Avenir Professionnel a bousculé tous les acteurs, hein, bien sûr les CFA au premier plan, les OPCO également, avec de nouvelles modalités de gestion administrative et financière. Comment avez-vous vécu cette période ? Ouf, elle commence à se terminer. La période a été très très dense en termes d'activité. Il a fallu comprendre tous les textes imposés par le gouvernement, qui sont encore d'ailleurs en attente, hein, on est encore dans l'attente de certains décrets. Il a fallu s'approprier ces textes-là et puis changer nos process, nous adapter pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme. Et nous, en tant que CFA interprofessionnel, nous gérons des contrats avec les 11 OPCO, 11 opérateurs de compétences. Donc il a fallu s'habituer aux 11 process différents, hein, avec une dématérialisation qui n'était pas du tout présente pendant plusieurs mois. Donc il a fallu gérer les contrats, pointer les contrats à la main. Heureusement, les opérateurs de compétences ont vite compris qu'il nous fallait des fichiers Excel, et Atlas a été le premier à nous l'envoyer, mais 34% de nos apprentis, c'est quand même pas négligeable. Et vous avez d'ailleurs recruté en interne des personnels dédiés à cette gestion. Aujourd'hui, vous en êtes où en termes de versement des financements ? Qu'attendez-vous des OPCO ? Et plus spécifiquement, est-ce que vous utilisez l'application MyAtlas mise en place par l'OPCO et qui est un début de dématérialisation ? Alors, la question des financements est une question qui est difficile. On n'a pas du tout encore tous les financements attendus. Pour Format Super Île-de-France, il y a 1200 apprentis qui n'ont pas encore été retrouvés au sein de tous les 11 OPCO, hein, ce qui fait quand même un financement important. Alors ça va se faire, hein, certainement, puisque les deux parties sont de bonne volonté, mais c'est quand même assez important. Et puis nous avons été financés à hauteur de 73% de nos apprentis, qui représentent 60% de nos financements. Donc nous sommes encore dans cette attente. Pour les plateformes, et notamment MyAtlas, alors par rapport à d'autres OPCO, elle a au moins le mérite d'exister pour les entreprises, parce que nous n'avons pas d'espace dédié sur la gestion des contrats encore. Donc il faut le rappeler, hein, c'est une plateforme qui permet de mettre en ligne un certain nombre de factures pro forma des CFA, ce qui est un premier pas de dématérialisation. Oui, il y a effectivement la plateforme facturation qui nous est ouverte, qui reste encore peut-être à travailler, mais on est en lien constant avec l'opérateur de compétences. Et en fait, cette histoire de plateforme est quelque chose d'important, puisque c'est une demande récurrente des réseaux des CFA d'avoir une plateforme commune à tous les OPCO. Alors j'ai bien compris que ça serait peut-être un petit peu difficile, mais au moins qu'on ait des API pour pouvoir faire le lien entre les plateformes des OPCO et nos systèmes d'information. Donc des API, des éléments d'interopérabilité, oui, entre vos différents systèmes d'information. Voilà. Nizar Bourchada, comment Atlas a fait face aux nouvelles règles ? Comment Atlas se prépare justement à simplifier les procédures, à aller peut-être plus loin en matière de dématérialisation ? Alors, je tiens simplement à rappeler que les OPCA n'avaient pas pour prérogative l'apprentissage. Donc, on a dès le début pris à bras-le-corps, bien entendu, cette nouvelle mission de la part des OPCO. Effectivement, cette transition 2019-2020 s'est fait effectivement dans la douleur, mais on a eu l'intelligence d'esprit avec les CFA de pouvoir dialoguer. On a tout de suite mis en place et envoyer à tous les CFA un fichier pour les mettre d'ores et déjà en base de données. C'est pas rien, mais d'avoir les contacts des directeurs, des responsables pédagogiques, des DAF, des CFA, ça nous a permis de mieux communiquer, de mieux échanger. Et surtout, bien entendu, on a progressé. Tous les travaux menés par la DSI, la direction de la transformation, font qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que le 15 septembre sera mis en ligne une interface de transmission des contrats d'apprentissage accessible depuis MyAtlas pour les CFA. Pourquoi on a réfléchi à ça ? Parce que, effectivement, dans l'ancien monde, dans l'offre de services des CFA et des OF, beaucoup accompagnaient les entreprises pour remplir les CERFA. Bien entendu, nous sommes en train de travailler sur des EDI, des échanges de données informatisées, donc de mettre en relation les SI des CFA et les SI des OPCO. Ça aussi, c'est en cours de transformation.
Et là, je souhaite simplement rappeler également, pour peut-être les questions que nous allons avoir tout au long de cet événement, que nous avons mis en ligne il y a un peu plus d'une semaine une FAQ qui va certainement répondre à 95% des questions qui sera posées aujourd'hui. Donc je vous invite toutes et tous qui nous regardent en ce moment à aller consulter le site internet Atlas. FAQ, donc la foire aux questions qui est présente dans l'onglet Actualité du site Atlas. Il y a un certain nombre de questions qui sont parvenues entre-temps, et il y en a une pour vous, Sophie Langlais. Vous n'avez pas eu cette problématique du stock de contrats à gérer, car vous n'êtes CFA que depuis mars 2020. Tout et à fait. Désormais, vous misez très majoritairement sur les contrats d'apprentissage qui sont mieux financés. Alors moi, je voulais vous demander comment vous aviez géré ce très gros virage. Et de fait, il y a une question d'un organisme de formation qui est la suivante. Un OF peut-il ouvrir un CFA dans le but de proposer de nouvelles formations en apprentissage ? C'est un peu basique, mais c'est la question que vous vous êtes posée, vous. Tout à fait. Alors, votre réponse ? Il suffisait de se rapprocher de la direction générale de la formation professionnelle et de faire une demande de changement de statut d'activité, et il était rajouté que nous devenions organisme de formation accueillant des apprentis. C'est une démarche assez simple, et ensuite on obtient notre numéro du AI et on peut démarrer. C'est la déclaration d'activité avec finalement une simplification des procédures qui explique aussi d'ailleurs qu'il y a un grand nombre d'organismes de formation qui ont franchi le pas, complexifiant parfois un petit peu l'offre, de fait. Oui, tout à fait. Alors nous, on a franchi le plat parce que c'était une forte demande de nos entreprises. Comme on l'a indiqué précédemment, effectivement, le contrat d'apprentissage étant mieux financé, c'était pour eux un besoin. Et puis, nous, on a fait aussi ce choix-là également parce que ça permet de pouvoir proposer à nos futurs étudiants des parcours sécurisés, parce que les mesures dans le contrat d'apprentissage permettent de démarrer hors contrat, de pouvoir les accompagner. Puis avec le contexte actuel, du coup, la durée est prolongée à 6 mois. Et puis dans le cas effectivement de rupture avec une entreprise ou autre, ça permet de sécuriser sa formation. C'était une grosse transformation. Il y a Calliope, la certification obligatoire. Il y a cette transformation. Vous êtes parvenu à transformer tous vos contrats de professionnalisation en contrats d'apprentissage ? Alors, les entreprises pour cette rentrée sont présentes, et parce qu'effectivement, la courbe se renverse. Et aujourd'hui, on va passer de 90% de nos apprenants en apprentissage et 10% en contrat de professionnalisation, alors qu'il y avait quelques mois, c'était totalement l'inverse. Dernière question, et question commune à toutes les deux. Est-ce que l'année prochaine, vous aurez encore des contrats de professionnalisation, ou posé autrement, est-ce que les contrats de professionnalisation peuvent garder une pertinence dans certaines configurations selon vous ? Alors oui, je pense que oui. Alors effectivement, avec la réforme, on s'est encore posé la question de savoir s'il y aurait un contrat unique, s'ils étaient revenus en arrière. Mais oui, parce que nous, 20% de nos alternants, qui représentent quand même quasi 200 personnes, ont plus de 30 ans. Et donc, on doit pouvoir leur proposer une solution alternative au contrat d'apprentissage. Et puis en plus, les entreprises, c'est un potentiel de ressources importantes au vu des besoins de recrutement qu'ils ont sur ce secteur en tension. Oui, et ces effectifs en reconversion croissent sensiblement ces dernières années. À Formasup Paris-Île-de-France, Valérie Cantal-Lampin, vous avez 5%. Vous oui, l'avez dit 5%, tout à l'heure. ce qui représente quand même 200 contrats. Voilà, c'est pas négligeable, mais en fait, on voit à cette rentrée un certain désintérêt de la part des grands groupes qu'on a rencontrés pour la formule du contrat de professionnalisation, et qui, pour moi, est due à une raison financière majeure. C'est que les OPCA, antérieurement, avaient un taux horaire de prise en charge qui était intéressant, et du coup, avec une contribution financière de la part de l'entreprise moindre, ce qui n'est plus vrai actuellement. Les OPCO prennent un taux horaire un peu moins important, et du coup, la contribution financière de l'entreprise est plus importante sur ces contrats pro, donc elle préfère se tourner vers les contrats d'apprentissage. Et sur l'intérêt éventuel de ce genre de contrat, je rejoins vraiment Sophie
aussi sur le public visé, hein, c'est-à-dire que ça peut être intéressant pour le développement de tout ce qui est apprentissage des adultes. Et sur ce point, il y a eu une réflexion européenne hein, en juillet qui a été menée et qui peut permettre de développer ce genre de contrat pour avoir valorisé les compétences de la population active. Nizar Bourchada, il y a une question. Pourriez-vous nous renseigner sur les aides à l'embauche pour les contrats d'apprentissage? Alors, on peut l'étendre à la professionnalisation. Avant que vous répondiez vous-même sur l'arbitrage entre les deux et la pertinence de conserver les contrats de professionnalisation, peut-être un élément de réponse là-dessus. Les aides ont été harmonisées d'ailleurs entre les deux types de contrats. Quelles sont aujourd'hui ces aides? Alors avant de répondre à la question, effectivement, on a, et ça l'a été rappelé là encore une fois par Sophie et par Valérie, on parle beaucoup des facilités administratives, des financements plus avantageux sur le contrat d'apprentissage, mais cette cannibalisation du contrat de pro sur le contrat d'apprentissage va faire que le contrat de pro va revenir un peu à ses origines. Et je voudrais évoquer d'autres raisons qui pourraient recentrer le contrat de pro, autres que financiers et administratifs. C'est également pour évoquer nos CQP. Nos CQP aujourd'hui souffrent effectivement d'un manque d'attractivité. Alors c'est plutôt d'une méconnaissance de la part notamment des jeunes, mais ils sont très bien ficelés. Et le CQP n'étant pas éligible à l'apprentissage, le contrat de pro pourrait, et là j'invite nos OF et nos CFA à s'en saisir, pourrait être la solution pour là aussi valoriser et augmenter le nombre de CQP qui, je le rappelle, sont des diplômes là aussi de branches, enfin construit avec les branches, par les branches. Autre petit point pour répondre là aussi rapidement à la question. Alors, il y avait effectivement une aide unique, mais cette aide unique n'étant pas forcément très adaptée, si je peux me permettre, sur le plan des entreprises de l'OPCO Atlas. Pourquoi? Parce que étant dirigé vers des diplômes bac ou infrabac, nous, je le rappelle, on est quand même un OPCO avec 99% d'alternants dans l'enseignement supérieur. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises qui avaient accès à cette aide unique. Mais là, avec les mesures gouvernementales qui ont été annoncées début juin et qui sont officiellement depuis le 1er juillet opérationnelles, l'aide de 5 000 et de 8 000 euros, notamment pour les majeurs, ont fait que les entreprises ont été en rendez-vous. Yves Portelli l'a rappelé tout à l'heure. Alors, il ne faut pas, bien entendu, crier victoire. On fera un bilan au mois de décembre. Mais on va dire l'avenir est plutôt... là aussi assez serein. Oui, avec donc 5 000 pour les moins de 18 ans et 8 000 pour les plus de 18 ans, avec aussi des aides à l'embauche, si l'embauche a lieu avant le 1er mars 2021. Donc des aides assez importantes. Une autre question qui est liée à ces aides et au financement. Quelles sont les évolutions futures, question sensible, concernant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage après 2 ans, puisque les nouveaux coûts contrats sont fixés pour 2 ans et qu'un certain nombre d'acteurs se demandent quid de la 3e année. Alors effectivement, les personnes qui nous regardent ont bien fait le calcul. On a commencé en 2019, dans 2 ans c'est 2021, 2021 c'est demain. L'OPCO a bien entendu des dialogues assez quotidiens avec France Compétences. Nous avons amorcé ces dialogues, mais moi je tenais également à souligner ce qui a été fait pour les nouvelles formations, celles qui n'ont pas été présentes dans le décret du 13 septembre 2019. Donc il y a eu tout un travail là aussi d'harmonisation avec France Compétences et nos branches professionnelles. Nos branches professionnelles se sont positionnées en tout début d'année sur un certain nombre de nouvelles formations, ces fameuses formations qui ont donné lieu à un coup d'amorçage. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, ce travail-là, normalement, va être concrétisé par des recommandations de France Compétences d'ici la fin de l'année. Concernant ce qui va se passer en 2021, nous n'avons pas encore de visibilité. Maintenant, je vous invite à lire le dernier rapport de l'IGAS sorti fin août. Et là, vous aurez peut-être un peu plus de réponses sur cette question. Avec peut-être quelques motifs d'inquiétude si le rapport était suivi à la lettre. Notamment dans le supérieur. Alors, question aux 2 directrices de CFA. Dernière question. Dans la table ronde qui va suivre, on va aborder d'autres aspects des relations entre les CFA, les organismes de formation et l'OPCO. Sur quelle mission
non financière, non administrative, attendez-vous l'OPCO et en particulier Atlas? On démarre par vous, Sophie Langlais. Eh bien, on parlait de Calliope tout à l'heure, et qui nous donne une feuille de route sur la qualité. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse travailler plus main dans la main pour nous indiquer les bonnes pratiques, parce que effectivement, parfois, il y a encore des zones de flou et qu'on soit de terrain sur nos difficultés, sur la gestion des feuilles d'émargement. Peut-on vraiment tout digitaliser, etc. Voilà. On parlait tout à l'heure aussi qu'aujourd'hui, tous les acteurs doivent être présents pour co-construire éventuellement de l'ingénierie pédagogique ensemble, une nouvelle offre post-bac qui peut être inexistante ou pas suffisante, parce qu'avant d'arriver en école de supérieur, il y a une base de la pyramide. Après le bac, de jeunes qui ont envie de se lancer dans le numérique, et il n'y a peut-être pas assez de place pour pouvoir les accueillir. Un exemple de métier justement sur cette offre qui a des trous dans la raquette? Le développement notamment. D'accord, donc et puis après, développeur informatique, web, application, dans la cybersécurité, mais là, il y a une marche qui est haute dans les nouveaux métiers, data, intelligence artificielle. Et puis après, en tant qu'école accueillante, effectivement, on est parfois confronté à un nouveau public qui nous arrive dans nos classes, notamment l'autisme, des autistes, et pourquoi pas pouvoir échanger sur des groupes de travail pour nous aider à pouvoir les accueillir. Oui, parce que les CFA ont l'obligation d'avoir un référent mobilité et un référent handicap. Après, comment faire vivre ce référent ou engager des actions concrètes, c'est loin d'être évident pour des personnels qui parfois ont d'autres missions aussi. Donc la possibilité d'échanger dans le cadre d'une communauté de pratique pourrait être intéressante. Valérie Cantal-Lampin, 2 questions. Sur quelle mission d'expertise attendez-vous l'OPCO, de mise en réseau? Et pour votre CFA, qui est un CFA hors les murs, quelle mise en réseau et quelle expertise souhaitez-vous développer, peut-être améliorer, à destination d'UFA, d'unités de formation en apprentissage? Vous en avez 20 qui parfois peuvent être tentés par l'indépendance. Tout à fait, ça a été d'ailleurs notre préoccupation quand la réforme est arrivée. Et puis on a été vite rassurés parce qu'il y a une confiance qui s'installe entre les acteurs. J'ai entendu Nizar tout à l'heure qui disait que l'OPCO Atlas voulait être facilitateur avec les acteurs de ce triangle d'or. Je pense que c'est là où on a besoin d'Atlas. Faciliter les choses, fluidifier les relations, notamment en termes techniques, et puis aussi comprendre les spécificités techniques et politiques des réseaux, notamment du réseau de la NASUP, sur les CFA du supérieur. Et deuxième chose, peut-être avoir des échanges croisés avec les branches professionnelles par réseau pour faire connaître nos formations, parce que c'est important. On ouvre, nous, à Formation par Île-de-France, une douzaine de formations dans le périmètre d'Atlas, et notamment sur ces trous de la raquette dont vous parliez, Sophie. C'est important de les faire connaître. Le réseau ANASUP également, sur les CFA historiques, développe ces formations-là également. Donc, des échanges croisés avec les branches, c'est peut-être cela qui est important et qui nous manque avec nos UFA. Nizar? Alors moi, je suis ravi quand j'entends parler de futures relations partenariales. Bien entendu, on a encore plein de projets qu'on n'a pas explorés. Là aussi, faire monter en compétences les CFA, animer leurs référents mobilité, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on finance, de par la loi, via les frais annexes, des référents mobilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les harmonise? Comment on met en visibilité également les aides que les branches ont pu, là aussi, libérer sur cette mobilité internationale, les entrées-sorties permanentes. Ça aussi, c'est quelque chose de pédagogiquement très intéressant. En tout cas, c'est un vrai besoin de nos entreprises. Et tout ce qu'a pu effectivement évoquer là, à l'instant, Valérie, sur le rapprochement et le dialogue avec le besoin des branches, et notamment ce qui ressort au quotidien de l'ensemble des études menées par les différents observatoires. Merci beaucoup, merci pour vos témoignages et vos pistes de réflexion, Sophie Langlais, Valérie Cantal-Lampin. Deuxième table ronde à présent, autour de 3 autres CFA et Nizar Bourchada. Nous accueillons Arnaud Brizet, conseiller juridique de CESI, École supérieure de l'alternance, Eugénie Dacosta, directrice du CFA École supérieure de l'assurance, et Laurent Ploquin, directeur du CFA ESSEC.
outre les enjeux administratifs et financiers, quelle stratégie pour booster l'alternance? Comment mieux dialoguer avec les branches, promouvoir les métiers, favoriser l'innovation pédagogique, la mobilité? Quelles sont les attentes des CFA et quelle peut être la contribution de l'OPCO? On va voir toutes ces questions. Tout d'abord, un tour de table pour que vous puissiez vous présenter et présenter vos centres de formation. Et on va commencer par Arnaud Brizet. Arnaud Brizet qui remplace le directeur Xavier Révérend, qui a un comité exécutif aujourd'hui et qui nous prie de bien vouloir l'excuser. Alors Arnaud Brizet, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Prenez bien le micro et présentez votre structure. Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Arnaud Brizet, je suis le conseiller juridique du groupe CEVI. Alors le groupe CEVI, en quelques mots, c'est un groupe qui a plus de 60 ans maintenant d'ancienneté, qui a été créé en 1958 par les réseaux de l'industrie, notamment la métallurgie. Nous sommes composés de 25 campus d'établissements, d'enseignement supérieur et de formation professionnelle sur toute la France. Des réseaux de campus qui sont organisés autour de 2 grandes écoles principales. La première, l'école d'ingénieurs, et puis de l'autre, l'école supérieure de l'alternance et de formation des managers. Voilà, donc c'est aujourd'hui 24 cursus métiers qui sont qui visent des diplômes entre Bac+2 et Bac+5 autour de 6 grandes filières: l'informatique, le marketing digital, le QSE, l'organisation et la performance industrielle, BTP et ressources humaines. Voilà, aujourd'hui en matière d'alternance, on a à peu près un peu plus de 10 000 contrats en alternance dans nos effectifs, avec un ratio de 4/5 de contrats d'apprentissage et 20% de contrats de professionnalisation. Donc on rencontre le même phénomène que dans les autres groupes. Et puis enfin, on a créé notre propre CFA CESI-Sup en avril 2019, et on s'est lancé donc sur la voie de l'apprentissage par la voie directe. Merci pour cette photo. On poursuit le tour de table avec Eugénie Dacosta. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Eugénie Dacosta, la directrice de l'École supérieure d'assurance, organisme de formation qui existe depuis un peu plus de 40 ans. Nous nous sommes lancés dans l'aventure de l'apprentissage en devenant CFA en mars 2019. L'ESA accueille cette année un peu plus de 650 alternants, essentiellement des jeunes à 75% qui suivent des parcours Bac+4, Bac+5. Tous les titres dispensés à l'ESA appartiennent à l'ESA et sont reconnus auprès du répertoire national des certifications professionnelles. Nos étudiants sont tous à 99,9% dans les filières professionnelles de l'assurance, de la banque, le courtage essentiellement. Et enfin, nous sommes devenus Calliope, ça y est, depuis juin 2020. Bravo. Merci. Et on termine le tour de table par Laurent Ploquin. Bonjour. Bonjour, Laurent Ploquin, je dirige le CFA de l'ESSEC. L'ESSEC qui a été, il y a un peu plus de 25 ans, la première business school à consacrer l'alternance comme modalité pédagogique essentielle en créant son CFA intégré avec le soutien et le partenariat de la région Île-de-France. Et on connaît depuis le succès rencontré par la formule qui nous permet aujourd'hui d'accompagner un peu plus de 750 apprentis au profil généraliste de nos parcours bachelor et master, et qui exercent leur talent dans des entreprises qui relèvent de l'OPCO Atlas pour 65% d'entre elles, des secteurs de la banque, de l'assurance, des services financiers et du conseil, bien entendu. Pour autant, nous travaillons avec les 11 OPCO et nos étudiants sont recrutés par des entreprises aussi diversifiées que des laboratoires pharmaceutiques, les acteurs de la transformation numérique de l'économie, et ou encore les startups dont le modèle répond à l'appétence entrepreneuriale d'un certain nombre de nos étudiants, un nombre croissant bien évidemment. Alors on va démarrer par le thème de la continuité pédagogique, actualité oblige, parce qu'elle s'est de fait imposée dans tous vos établissements. La pandémie a profondément chamboulé la manière de former en CFA. Comment avez-vous assuré cette continuité via des formations distancielles en direct ou une digitalisation des contenus? Quels enseignements vous en tirez pour cette rentrée et pour les prochains mois? Et quel peut être, selon vous, le rôle de l'OPCO, précisément au plan pédagogique? Arnaud Brizet. Alors,
Nous, comme beaucoup de Le micro, n'oubliez pas. Décidément. Nous, comme beaucoup de CFA, on est parti, on a été surpris par le confinement. Et donc, on avait une offre de formation à 100% en présentiel. Donc, il a fallu très rapidement travailler avec nos équipes d'arrache-pied pour digitaliser l'ensemble de ces parcours et puis être en capacité d'offrir à distance et de maintenir les formations et du coup de maintenir la continuité pédagogique. Alors, notre principal enjeu, il n'était pas dans la digitalisation en tant que telle, il était surtout dans la volonté de maintenir le lien pédagogique entre les jeunes et la dynamique de travail entre les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes restent dans une dynamique d'études et ne rentrent pas dans une sorte de phase dans laquelle ils n'auraient pas considéré cette période comme un parcours de formation. Donc on a vraiment travaillé là-dessus et on a développé... alors d'abord, on a essayé de revoir un petit peu l'organisation pédagogique de nos contenus, de nos journées. Pour nous, une journée de formation, ça ne se traduit pas forcément par une journée à distance. Il faut prévoir des modalités pédagogiques différentes. Il faut prévoir, bien entendu, du descendant, du parcours de formation descendant, mais pas seulement. Donc, on a organisé nos journées de formation par demi-journée, en fait. Nous avions une partie qui était consacrée, évidemment, à du descendant, et puis une autre qui était consacrée à des groupes de travail, à des groupes d'échange, à du travail collaboratif, pour leur permettre, justement, de maintenir cette dynamique d'études et cette dynamique de connaissances et de développement du savoir. Voilà. Donc ça, c'était notre principal enjeu pour le mois de mars et avril 2020. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour la suite? Avec quelles attentes au plan pédagogique par rapport à Atlas? Alors, pour la suite, pour le moment, sur la rentrée 2020, on est plutôt revenu sur des formations en présentiel, avec la nouveauté quand même qu'on a développé au maximum, ces moments de rencontre, ces moments d'échange, ces moments de travail collaboratif qu'on pratique plus que par le passé, voilà, pour permettre d'avoir une dynamique plus forte au niveau des étudiants. Et vous avez 25 campus, oui, c'est bien ça, 25 campus avec une digitalisation des contenus qui a été quand même assez forte, beaucoup de films, de vidéos en stock. Vous avez des LMS, naturellement, des outils. Qu'allez-vous faire de toute cette matière-là? Alors, on va la conserver, bien évidemment. On va essayer d'enrichir nos parcours avec ces nouveaux outils. C'est ce qu'on a commencé à faire, bien entendu. On essaye aussi d'être prêt en cas de reconfinement, puisqu'il ne faut pas l'oublier, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau reconfinement. Et donc, on a essayé globalement d'innover pédagogiquement et de profiter de cette innovation pédagogique qui avait été lancée dès mars 2020 pour enrichir nos parcours et donc prévoir de nouvelles modalités de développement des connaissances dans nos parcours de formation. Laurent Ploquin, quelle continuité pédagogique et quels enseignements pour aujourd'hui? Alors, je ne vais pas vous dire que nous étions prêts, personne ne l'était. Néanmoins, nous avons la chance à l'ESSEC de disposer d'un Knowledge Lab qui pilote notamment l'innovation pédagogique, dont les équipes avaient été renforcées en 2019 pour le lancement du 5e campus de l'ESSEC, qui est un campus numérique. Donc l'arrivée de cette crise a précipité la mise en œuvre d'un certain nombre de modalités. Et il s'est agi, à titre d'exemple, la semaine du 26 mars, au cours de la semaine, plus de 500 sessions distancielles ont été calées et se sont bien déroulées. Donc ces équipes se sont mises, dans un premier temps, rapidement au service de la pédagogie à distance. Et pas uniquement, et dans les semaines qui ont suivi, il s'est agi de transformer la pédagogie, pas simplement d'animer des sessions distancielles et de garantir que les infrastructures numériques tiendraient, mais aussi d'accompagner les intervenants, les professeurs, les étudiants dans la transformation du modèle pédagogique, donc des sessions, on l'a dit, courtes, pas uniquement des cours descendants en ligne. Tout le monde sait que ça n'a pas de sens d'animer un cours sur une interface digitale pendant 3 heures, un cours descendant. Ça ne fonctionne pas bien, ça n'est bon ni pour l'intervenant, ni pour l'étudiant ou le participant. Donc on a assisté à cette bascule, à cette précipitation de la transformation de certains usages académiques. Vous posiez la question de savoir ce qu'il en restera et comment nous allions capitaliser. Nous avons aujourd'hui consacré la notion de dual teaching. C'est une notion qui prend toute sa place aujourd'hui dans le fonctionnement d'une institution comme l'ESSEC. Trouver les bons mix entre du distanciel, entre du présentiel, qui
continue d'apporter de la richesse et de la qualité, mais pas uniquement. Donc on a des équipes qui aujourd'hui proposent des parcours qui habilement mixent ces différents supports et des matériaux qui sont de nature très, très variée. Encore quelques mots, vos attentes vis-à-vis des OPCO, d'Atlas en particulier au plan pédagogique, quel type de partenariat? Alors, peut-être un partenariat en termes de reconnaissance d'objets académiques, d'objets pédagogiques qui peuvent être, on l'a dit, très divers, très variés. Il y a des modalités académiques qui bientôt demain nous serons en mesure d'animer, de proposer des parcours, des masters spécialisés pour des data scientists notamment, dont on a évoqué le besoin criant qu'un certain nombre d'entreprises pouvaient manifester. Ces formules seront proposées complètement à distance, avec des sessions où les participants pourront se retrouver par petits groupes, échanger comment cela sera reconnu, valorisé par les OPCO. Je pense qu'il y a là, dans l'évolution de ces objets académiques, un rôle aussi, un rôle d'accompagnement de la part de l'OPCO. Eugénie Dacosta, quelles ont été vos propres pratiques en matière de continuité et quels enseignements vous en tirez pour maintenant, pour le moyen terme? Alors, comme Arnaud et Laurent, c'est vrai que dès le 16 mars, on avait la chance à l'ESA de dispenser déjà toutes nos formations à distance. Donc, on a très vite utilisé les supports que nous avions à distance, mais on a aussi très vite compris qu'il fallait jongler sur les formats, sur des plateformes e-learning, sur des cours en visio, sur des travaux de groupe. On a compris aussi qu'on ne pouvait pas accompagner tous les étudiants de la même manière. C'est-à-dire qu'on a fait un distinguo, sans jamais oublier un étudiant, entre le jeune qui venait d'arriver à l'ESA en BTS première année, qui avait à peine 6 mois de cours, et le jeune qui était déjà en 5e année, qui était beaucoup plus indépendant. Intégré avec une motivation, exactement, etc. Donc c'est vraiment un rôle de coaching auprès de ces jeunes pour les maintenir en formation. Donc, ça, bien évidemment, dès cet été, comme on ne sait pas comment ça va se passer dans les semaines à venir, on a équipé l'ESA de systèmes de visio, d'enregistrement, etc., puisqu'on a décidé de ne pas revenir au présentiel en totalité. Donc aujourd'hui, la moitié de la classe est en salle, l'autre moitié à distance, en jonglant, puisqu'on a besoin de voir ces jeunes, et ces jeunes ont besoin de voir l'école, donc, et avec une nouvelle méthodologie pédagogique. Matin, cours descendant magistral, après-midi, les jeunes, même à distance, travaillent sur des études de cas. Et ça, c'est depuis votre rentrée, depuis le 24 août. Exactement. Vous filmez, et soit les alternants, les jeunes sont dans la classe, soit ils sont à distance, mais en tout cas, ils peuvent interagir. Et ils interagissent complètement. Et ces cours sont en plus enregistrés. Pareil, on fait un peu ceinture et bretelles, comme dit le président de l'ESA. C'est-à-dire, on se dit, si demain il y a un enseignant absent, si les élèves sont malades et ne peuvent pas suivre les cours, on pourra ainsi reproposer l'enregistrement du cours. C'est ça, donc ça c'est déjà une fonctionnalité qui peut être très utile pour la suite. Quelles attentes par rapport à l'OPCO, au plan pédagogique? Quel type de partenariat ou de contribution vous envisagez, vous appelez de vos voeux? Exactement ce que vient de dire Laurent. C'est-à-dire que nous, à nos jeunes, on voit bien les évolutions des métiers dans l'assurance et la banque. Il y a le digital. Nous, on propose par exemple un cursus, notre formation phare manager de l'assurance, où aujourd'hui, il faut qu'on forme les gens, non pas qu'ils puissent au moins maîtriser la data, le Java, etc. Donc nous, on fait appel à des organismes de formation, mais qui sont en supplément de la formation. Donc comment pouvoir intégrer ces modules complémentaires dans un programme de formation. Nizar Bourchada, alors quelques rebonds par rapport à ce qui vient d'être dit, et j'ajoute une question qui concerne aussi la pédagogie, une question d'un CFA. Dans le contexte actuel, je lis sur ma tablette, nous adaptons notre pédagogie, digitalisation des parcours, équipement des salles. Y a-t-il des aides dont on peut bénéficier de la part de l'OPCO pour nous accompagner dans cette évolution et transformation majeure ? Merci Nicolas. Alors c'est très intéressant. J'ai entendu parler avec Laurent de Dual Teaching, avec du coup l'ESSEC. C'est là aussi très lourd en termes d'investissement. J'imagine que vous avez dû là aussi œuvrer. J'ai entendu de la part d'Eugénie d'hybridation des enseignements avec notamment tout ce qui est enseignement entre le distanciel et le présentiel. Arnaud a évoqué une mixité des formats pour faciliter la continuité pédagogique, alors qu'il l'a bien dit, il partait de zéro.
Donc j'imagine également que nos OF et nos CFA, en tout cas c'est ce qu'on a entendu de la part des réseaux de CFA historiques, étaient clairement dans cette difficulté. Alors nos partenaires sociaux les ont entendus, et dans le cadre du plan de relance qui a été voté par le CA fin mai, j'ai le plaisir de vous annoncer que dès le 15 septembre sera mis en ligne sur le site d'Atlas un appel à projet sur l'innovation pédagogique, et je rajouterai même que tout ce qui a été réalisé depuis le 1er janvier 2020 sera pris en compte et éligible à cet appel à projet. Alors la question est très pertinente, puisque effectivement une partie de ces financements liés à la pédagogie sont compris dans les coûts contrats, avec des charges d'amortissement allant jusqu'à 3 ans, mais une autre partie, les plateformes LMS, ces investissements lourds, voilà, des gros logiciels là aussi pour faire monter en puissance les apprenants, ne sont pas compris, et là l'OPCO voilà, a mis des bons moyens sur la table, avec des fonds conséquents qui, là aussi, seront éligibles via cet appel à projet sur des investissements qui sont amortissables au-delà de 3 ans. Voilà, parce qu'il faut que ce soit au-delà de 3 ans pour que ça puisse donner lieu à un amortissement. Donc c'est un élément de réponse par rapport à ce participant, ce CFA qui demandait les aides. On a vu qu'au plan pédagogique, il y avait des partenariats possibles. Il a été beaucoup question, dans la première séquence dédiée aux branches professionnelles, des relations entre les CFA et les branches professionnelles, dont les prérogatives ont été considérablement renforcées par la loi Avenir professionnel. Dès lors, selon vous, comment mieux capter les enjeux et les besoins des branches? Quelles attentes avez-vous dans la mise en relation ou la mise en réseau par rapport aux branches, et quel rôle pour Atlas, Laurent Ploquin? Je crois que pour bien se comprendre, il faut se parler. Il faut se parler fréquemment, et il faut se parler sans trop de langue de bois. Aujourd'hui, les opportunités de rencontrer les branches professionnelles pour un CFA, elles consistent essentiellement à les accueillir au cours de leur conseil de perfectionnement annuel. Donc les branches remontent un certain nombre d'informations. Ce qui me semble gagnerait sans doute en qualité dans cette relation, c'est que la fréquence des échanges, les remontées des branches professionnelles pourraient être plus fréquentes, plus claires dans l'expression de leurs besoins. Il y a de part et d'autre, et au CFA, nous avons récemment instauré un observatoire des métiers. Je sais que les branches professionnelles elles-mêmes ont des prospectives métiers qui leur permettent d'anticiper les besoins de leurs entreprises. Et cet échange beaucoup plus organique, il pourrait être, à mon sens, en tout cas je l'appelle de mes voeux, il pourrait être animé, piloté, fluidifié par l'OPCO, qui finalement se retrouve aujourd'hui à la confluence des enjeux et des acteurs de l'alternance. Donc je pense que l'OPCO a beaucoup à faire pour mettre en relation des CFA qui peinent à parler à leur branche professionnelle. Alors Laurent Matan n'est pas le bon exemple, puisque nous lui parlons régulièrement, nous l'invitons régulièrement. Il représente les banques et nous le connaissons bien. Mais sorti de cette spécificité, nous sommes plutôt en demande de contact, et de contact fréquents, et surtout des besoins que nous avons du mal à bien percevoir. Encore une fois, dans le sens de la réforme qui était, je le rappelle, d'accélérer les besoins des entreprises qui remontent le plus rapidement possible vers les CFA, qui sont eux-mêmes en capacité de produire des compétences plus rapidement. Donc il s'agissait de raccourcir le flux d'informations entre l'offre et la demande. Merci. Arnaud Brisé, puis Eugénie Dacosta. Oui, je vais reprendre à nouveau ce que disait Laurent. Nous, on a la chance d'être une école métier, assurance. Donc effectivement, dans notre conseil de perfectionnement, nous avons un membre, par exemple, de l'Observatoire des métiers de l'assurance. Mais pareil, ça reste cantonné à l'assurance. Donc on compte sur Atlas pour nous rapprocher, par exemple, de la banque, pour vraiment être en phase et travailler sur des projets de formation qui collent aux besoins des branches. Il y a eu d'ailleurs pas mal de questions qui ont tourné autour des observatoires qui ont été cités pendant la première partie, et
l'équipe de communication d'Atlas qui me relaie vos questions, me précise qu'il faut simplement, pour avoir les coordonnées et avoir accès au rapport, aller sur le site Atlas, onglet Atlas, observatoire et études, et là vous retrouverez tous les observatoires du champ Atlas. Arnaud Brisé. Pour le groupe CESI, nous, on a la particularité aussi d'être piloté au niveau de notre conseil d'administration par 5 fédérations professionnelles, hein, la métallurgie, le bâtiment, les travaux publics, le numérique et puis les intégrateurs électriciens. Donc on a d'un côté donc, ces branches qu'on va qualifier de privilégiées, avec lesquelles on a l'habitude de travailler, avec lesquelles on a l'habitude de travailler sur leurs besoins en évolution des compétences, en stratégie, en évolution d'emploi. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop de difficultés. Après, restent toutes les autres branches, elles sont nombreuses, pour lesquelles, évidemment, nous sommes également demandeurs de plus de liens, de plus de rencontres, de plus d'échanges. Alors, ça passe par l'OPCO, parce que, à notre sens, le seul interlocuteur qui peut faire le lien entre les branches professionnelles d'un côté et l'offre de formation et d'apprentissage de l'autre, c'est bien l'opérateur de compétences. Et cet opérateur de compétences, on attend d'Atlas, comme des autres, hein, qu'il fasse son maximum pour nous rapprocher des branches professionnelles. Alors, au travers notamment, évidemment, vous venez de le citer, des observateurs prospectifs des métiers et des qualifications. Et là-dessus, Atlas fait un super boulot. Vous avez venez de citer le site internet. Il est extrêmement détaillé. J'invite tout le monde à aller le consulter. Ce n'est pas forcément le cas de tous les opérateurs de compétences aujourd'hui. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus pour vulgariser, pour communiquer au mieux sur toutes les études qui sont produites par l'ensemble des branches qui disposent d'un observatoire aujourd'hui. Et puis au-delà aussi, développer les liens au travers peut-être de certaines instances des opérateurs de compétences aussi. Pourquoi pas participer peut-être plus souvent au SPP, aux sections paritaires professionnelles. Voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus de développement de réseau dans le rôle d'intermédiaire que peut jouer l'opérateur de compétences entre les branches professionnelles et l'offre de formation. Nizar Bourchada. Alors, je vais tout de suite rebondir sur cette proposition. Il y a quelques branches, effectivement, qui m'ont proposé d'ores et déjà de faire intervenir dans des points à l'heure du jour de certaines SPP. Je pense que ça fait partie de ce rapprochement. Mais je comptais, en introduction, plutôt de rappeler à nos téléspectateurs que aujourd'hui, Atlas travaille avec plus de 900 CFA. Et je peux doubler le chiffre si je comptabilise également les OF qui font du contrat de pro. Mais là-dessus, sur ces 900 CFA, nous sommes en présence d'une loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% de ces CFA absorbent 80% de nos effectifs. Et nous, ce qu'on souhaite en profiter, c'est de pouvoir animer une communauté, un réseau de CFA, cette locomotive qui ferait que ces principaux CFA tireraient vers le haut au travers de plusieurs thématiques. Tout à l'heure, on a cité la mobilité internationale, mais il y a le handicap, et je vais y revenir. Il y a également la promotion métier. Je pense que les branches l'ont cité à plusieurs reprises lors de la première table ronde. Et dans le cadre de cette promotion métier, nous avons la possibilité, là aussi, de fournir des outils au CFA pour aller faire des conférences dans les lycées. On sait que c'est très important, notamment vis-à-vis de ce qui se joue via Parcoursup et surtout sur la valorisation de l'apprentissage. Donc, simplement pour vous dire que dans ce plan de relance, les branches professionnelles et l'OPCO Atlas ont imaginé d'ici la fin de l'année de lancer ce fameux réseau de CF Atlas. C'est un nom de code, mais je fais confiance à la communication pour nous trouver encore un nom qui déchire. Et ensuite, pouvoir conventionner, pourquoi pas, avec ces CFA, là aussi, sur un certain nombre de thématiques, de réunir leurs référents mobilité, leurs référents handicap, de travailler sur des sujets comme la pédagogie de l'alternance, mais bien d'autres. Un dernier tour de table, assez rapide. La promotion des métiers. On en a parlé plutôt au début de cette webconférence. Un mot de chacun de vous trois sur les actions, les initiatives multipartenariales qui pourraient être mises en place pour aller plus loin, puisque parfois on cherche des jeunes, on manque de jeunes, et parfois on recherche des entreprises, et c'est pas toujours évident, et on se heurte aussi beaucoup à certaines idées reçues, manque d'attractivité de certains métiers, métiers en tension, etc. Laurent Ploquin. Je pense que là aussi, l'OPCO a son rôle de plateforme à jouer à fond. Nous, ce que nous faisons à l'ESSEC, nous ouvrons des tribunes à certaines entreprises qui nous en font la demande pour qu'elles viennent présenter leur métier aux étudiants et pourquoi pas intégrer ces entreprises et se faire recruter comme apprentis dans ces entreprises.
Et nous le faisons tout au long de l'année, et les entreprises sont plutôt en demande de contact avec des étudiants. Et donc là, on voit bien que la qualité de la relation, l'explication des métiers est importante. Je pense que ce que nous faisons au niveau d'un établissement, l'OPCO Atlas, de par son rayonnement et sa puissance de feu, pourrait le démultiplier et donner un écho d'une toute autre ampleur. Donc évidemment, ce rôle de plateforme et de mise en relation, nous l'appelons de nos voeux également. Donc, et c'est comme ça que l'action d'Atlas sur cette dimension pourrait, à mon sens, compléter notre offre qui est déjà importante. Merci pour la réponse succincte. Arnaud Brisé. Moi, c'est un peu les mêmes idées, en fait. On développe aussi, évidemment, des journées d'information, des journées de rencontres animées par les entreprises, des journées de présentation de nos diplômes au sein de nos 25 campus. On essaie également d'innover un peu sur le modèle de ces journées de présentation. On a par exemple, créé l'université virtuelle, avec l'usine virtuelle à Rouen, par exemple, où on est en capacité de présenter des lignes de production avec des casques de réalité virtuelle, enfin des choses qui sont un peu attrayantes pour les jeunes et qui viennent renforcer leur intérêt. Donc après, au niveau de l'OPCO, oui, les opérateurs de compétences au sens large, ils ont des adhérents, ils ont des entreprises qui sont également nos clients. Et c'est vrai que leur force de frappe permettrait de démultiplier ce type de rencontres. Et puis aussi peut-être de développer une dynamique supplémentaire de la part des OPCO vis-à-vis des entreprises. Parce que ce n'est pas forcément toujours simple non plus de mobiliser les entreprises et de mobiliser derrière des jeunes. Le dernier mot, Eugénie Dacosta. Oui, alors à l'ESA, comme dans tous les CFA, on fait venir les entreprises pour présenter leur formation, pour recruter nos étudiants. Là, le job dating qui va débuter le 15 septembre, c'est tout à fait le type d'événement qu'on attend des OPCO et notamment d'Atlas. Dans cette année un peu particulière, il nous reste quand même encore quelques jeunes qui ont commencé les cours, mais qui n'ont pas encore trouvé l'alternance. Donc on compte sur ces manifestations pour qu'ils puissent trouver un employeur. Merci beaucoup. Il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas pu être relayées faute de temps. Alors vous évoquiez, Nizar, la foire aux questions qui a été mise en ligne sur votre site il y a quelques jours dans l'onglet Actualité. Et puis également, et je me réfère à vos explications sur l'organisation d'Atlas, les développeurs de l'alternance en région qui peuvent être aussi des interlocuteurs pour tous les CFA, OF qui se posent des questions. Merci beaucoup aux trois représentants des CFA pour ces échanges. Merci. C'est le moment de conclure cet événement avec une conclusion en images avec vous, Nizar, et avec Geoffroy Lefort, facilitateur graphique. Comment a-t-il traduit nos discussions? Alors, on le voit à présent et je vous laisse, Nizar, commenter. Alors là aussi, Là aussi, en effet, tout à l'heure ont été évoqués, je dirais, le fameux triangle d'or. On a eu des propos du carré magique. Là, moi, ce que je vois, c'est une quinte flèche royale. Les branches, l'OPCO, les entreprises, les OFCFA, les jeunes, aujourd'hui, forment pour moi cet écosystème apprentissage qui transparaît très bien sur cette image. Après, elle a également la volonté de pouvoir traduire une certaine forme de dynamisme, d'innovation. On voit des mots comme digital. Moi, elle me fait penser à une citation de Saint-Exupéry, qui dit que pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors, simplement en conclusion, je pense que rendons possible ensemble le déploiement de cette première édition de l'Atlas de l'alternance. Oui, on voit effectivement, vous citiez le digital, dans la bulle campus, cours vidéo, hybridation, format mixte, repenser la pédagogie, voilà, autant d'éléments qui ont commencé à être évoqués et qui sont au cœur des réflexions des centres de formation par apprentissage et des organismes de formation aujourd'hui. Une dernière question, Nizar. Atlas a programmé de nombreux événements dans les prochaines semaines. S'il y en a 3, 4, 5 qu'il faut noter dans son agenda, quels sont-ils?
Alors oui, une dernière nouvelle pour vous dire, une dernière bonne nouvelle pour vous dire qu'Atlas a signé sa convention cadre de coopération avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur, ce qui a permis à Atlas de déployer dès 2020 un certain nombre d'actions. On l'a traduit tout à l'heure sur la promotion métier, dont les actions qui arrivent là sur le cadre de ce plan de relance. Alors on a le co-jobbing Atlas qui commence le 21 septembre, du 21 septembre au 9 octobre, avec une entrée premium pour nos OF et nos CFA à partir du 14 septembre. Un emailing doit partir aujourd'hui pour vous donner toutes les informations en termes d'inscription. On a également, dès la semaine prochaine, les premiers webinaires entreprises qui se mettent en place en région. On a, bien entendu, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'appel à projet qui sera en ligne le 15 septembre. Et également des sites internet qui arrivent d'ici la fin de l'année et qui pourront être, je l'espère, là aussi mis en visibilité lors du bilan au mois de décembre. Merci beaucoup Nizar Bourchada. Merci à tous pour votre participation à cette webconférence. Merci de nous avoir adressé un certain nombre de questions et je vais répondre à une toute dernière question. Pour conclure cette webconférence, je relais le message d'un organisme de formation de Marseille. Merci pour cet événement très intéressant. Ce live sera-t-il disponible par la suite sur la plateforme de l'OPCO Atlas? Mieux, il va vous être envoyé demain. Le lien vers le replay vous sera envoyé demain sur vos adresses mail. Excellent après-midi à tous. Merci pour votre participation. Merci à vous, Nicolas.